Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve comme prévu pour un récap mercato. Moi je pensais faire une émission tranquille, voilà, la décision de Zakaria de rester du côté de Monaco, le numéro 9 qui va être visé par le Stade Rennais. Et voilà Tipa que ça sort de tous les côtés avec évidemment ce qui se passe du côté de l'Olympique de Marseille. À chaque jour, une nouvelle information, ça va un peu plus loin à chaque fois, entre la défaite qui s'est passée au Stade Rennais contre le Stade Rennais vendredi, et là l'information qui vient de tomber en sachant que De Zerbi ne veut plus, et de Jonathan Rowe, et surtout, parce que Jonathan Rowe il était annoncé voilà, sur le départ, et surtout d'Adrien Rabiot, apparemment, avec l'entraîneur italien, ça ne passe plus. Donc on est sur un timing assez exceptionnel, ma foi. Je rappelle, je regarde le calendrier, je ne me trompe pas, on est le 19 août, on a joué un match de Ligue 1. Juste envie de dire merci à Olympique de Merveille. Évidemment, en tant que personne extérieure, suiveur de Ligue 1, mais en tant que non-supporter de l'OM, personne neutre, j'avoue que quand il y a du drama comme ça, on se régale. Mais là, j'ai l'impression que on franchit une étape à chaque fois supplémentaire et c'est absolument exceptionnel ce qui se passe à Marseille. Enfin, déjà, on l'a dit dans le débrief Ligue 1. D'ailleurs, bah, merci à vous parce que vous avez été très nombreux encore une fois dimanche soir. Ça a bien marché aussi sur YouTube et podcast. Donc, bah, pour moi, c'est un plaisir. On s'était déjà dit, attention, il faut temporiser, c'est pas évident, c'est une première journée. Alors oui, le scénario est frustrant, mais il y a encore beaucoup de matchs, il y a 33 journées, il y a la Ligue des Champions, le mercato n'est pas terminé, il y a 2 matchs à venir contre le Paris FC et l'OL, et si tu gagnes les deux, bah, tu te remets dans le top 5 et ça ira. Peut-être qu'on aura oublié ce qui s'est passé à Rennes, et en fait, peut-être que ce match de Rennes est un effet papillon, enfin, entre le carton rouge, entre le poteau de Rabiot, il y a tellement d'effets papillons que tu peux imaginer sur cette rencontre, et on arrive au point où l'OM pourrait laisser partir Rabiot, où on serait sur une fin d'aventure entre les deux, ce qui est assez dingue. Alors, est-ce que si on est taquin par rapport au match de Rennes et le système désiré par De Zerbi et le positionnement de Rabiot en 10, est-ce que ça arrangerait pas tout le monde d'un point de vue sportif, cette bagarre, et du coup pour l'exfiltrer? Sauf que bah, Rabiot, faut quand même pouvoir le faire partir. Il y a un enjeu financier qui est là. Il y a Véronique Rabiot aussi qui est présente et on sait que c'est toujours difficile de s'en défaire par rapport aux expériences précédentes au PSG, la Juve et l'OM. Après, elle défend les intérêts et du joueur et de son fils. Là, pour le coup, si l'OM décide de le faire partir, ils vont pas se laisser, voilà, ils vont pas plier quoi. Donc, on est sur quelque chose d'assez fabuleux. Et je me dis aussi que le théorème, encore une fois, des Olympiques qui ne peuvent pas être heureux en même temps, il est là. À chaque fois qu'il y a un des deux clubs qui est très bien, il y en a un autre qui est au fond du gouffre. Et c'est vrai qu'on a pu le remarquer récemment. La préparation côté OM s'est très bien passée. Début de la préparation côté OL, t'avais tout le souk, DNCG, rétrogradation en Ligue 2. Et là, c'est l'inverse. Bon, la fin de saison, ils étaient à peu près tous heureux en même temps, même si, quoique l'OL visait quand même la Ligue des Champions, donc ils sont pas non plus heureux à 100%. Mais on est quand même sur un monde où est-ce qu'on a déjà vu Marseille et Lyon heureux en même temps durant un mois consécutif? Franchement, là, comme ça, de tête, ça me revient pas trop de mémoire. Et bah voilà, du coup, ça sourit aux Lyonnais. Voilà, vous pouvez profiter parce que d'ici quelques jours, quelques semaines, ce sera l'inverse. Mais ouais, la Ligue 1 repart sur les chapeaux de roue. Et c'est vrai que pour terminer, avant de vous saluer, euh, voilà, je sais pas combien d'années ça fait que je regarde, que j'observe voilà, la Ligue 1, les championnats et tout. Mais en termes d'extra sportif, évidemment lié au terrain, quand ça pète dans des clubs, il y en a qui sont vraiment dans un niveau supérieur de, bah, on peut le dire, divertissement. Et c'est vrai que l'OM, quand ça part dans tous les sens, c'est un truc qui est unique. Le PSG, c'est pas mal. Parce que là, le PSG, ça tourne bien. Mais à chaque fois que tu avais élimination avec des champions, c'était pareil, le bazar pas possible. Le Barça, c'était assez divertissant aussi. Manchester United. Bon, après, il y a en Allemagne un club comme le Bayern qui est surnommé FC Hollywood. C'est bien. L'OL, c'est très divertissant. Bon, après, il y a des clubs comme Nantes, Bordeaux, je pense qu'ils vous ont rapporté aussi quelques, quelques réjouissances. Mais très clairement, cette équipe de l'OM, quand elle décide de péter un câble, hein, enfin, après, je vous le dis, on va analyser ça tranquillement. Mais est-ce que finalement, les coups de poing échangés avec Jonathan Rowe, ça arrange pas De Zerbi par rapport à son système, mais il va falloir assumer derrière parce que tu fais sortir un joueur qui était un de tes meilleurs la saison passée, qui est un mec hyper important, qui est un joueur supérieur.
qui t'apporte un vrai truc en plus. Pour moi, si tu le laisses partir, j'imagine que tu vas le remplacer par au moins aussi bien. Et puis que derrière, ce fameux nouveau système où Rabiot a peut-être pas sa place, il pourra encore plus performer, puisque tu fais venir un joueur qui a plus l'habitude d'évoluer dans ce rôle de numéro 10. Et oui, comme le dit Sicario, on n'a pas les images du vestiaire marseillais. C'est dommage qu'au moment où Ligue 1 Plus nous montre plein de caméras dans les couloirs, dans les vestiaires, on n'ait pas cette mixtape qui sorte. Et là, je pense que ça aurait été assez incroyable. Après, ça se trouve, les images existent. Il y a quelqu'un qui les tient quelque part du côté de l'OM, de la Ligue, de la DGSI. Peut-être qu'il y a une personne qui a des images et qu'on pourra découvrir ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. On n'est pas là que pour parler de l'OM, bien sûr, ça va animer le début du live parce que c'est la grosse info et c'est un peu une bombe qui tombe parce que on peut imaginer toujours beaucoup de choses à Marseille, mais avec... c'est vrai en fait, c'est pas la première fois qu'on a quand même des étés agités. Avec Marcelino il y a 2 ans, avec Bielsa qui avait posé sa démission après la défaite contre Caen 1-0 lors de la première journée en 2015. C'est vrai que c'est souvent à l'extrême. Et on le disait, c'est bien d'être hyper passionné, d'avoir un club qui est animé par une femme comme ça. Mais franchement, en termes de repos, de santé mentale, de pouvoir un petit peu souffler, c'est ça le problème. C'est que dès que tu perds un match, tu vas avoir tellement de conclusions, de messages, tu vas avoir un truc qui va te monter à la tête qui est assez fou. Si tu gagnes 1, 2, 3 matchs, tu es la meilleure équipe au monde. Enfin, il y a souvent très peu de nuances. Et là, on le retrouve encore une fois. Et pourtant, moi, je trouvais que l'OM était un club qui s'était bien structuré, qui avançait dans le bon sens. Je trouvais que la saison dernière, ils ont fait les bons choix dans le recrutement. Que voilà, là, cette nouvelle année, avec 2 arbitres qui restent et normalement Rabiot qui devait rester, c'était une équipe qui montait un bon projet et sentait enfin, tu vois, pour une fois l'osmose. Et là, avec tout ce qui pète depuis 3-4 jours, tu dis que finalement, chasser le naturel, il revient au galop, quoi. En tout cas, comme je vous disais, je suis très content de vous voir avec pas mal de personnes comme Valou PSG, comme Ninor, comme des petits nouveaux aussi, Jamel, comme Taiga, comme Victor. Ça fait plaisir de voir des personnes ici présentes pour la première fois. Obi-Wan, Day qui demande récap UFC ou récap Mercato. C'est vrai que dans le débrief Ligue 1 dimanche soir, quelqu'un avait posé la question innocemment qui avait gagné la bagarre entre Joatan Rowe et Rabiot. Finalement, c'est vrai quand on se posait des questions sur cette bagarre, et en plus l'article de l'équipe il est un peu lunaire parce que t'as un premier échange, les 2 joueurs, il y en a un qui part dans le bus, Rowe revient, il y a Bakola qui fait un petit malaise, t'as Benassia qui sépare les deux. Enfin, vraiment, on dirait une image, ça n'a aucun sens, quoi. On dirait le fameux mème de Community où t'as l'acteur qui arrive avec les pizzas et tu vois la maison en feu, quoi. Mais vraiment, tu reviens, première journée. Encore une fois, on est mi-août. C'est dingue. A priori, Rowe a gagné la bagarre. Oui, c'est vrai, j'ai perdu en pari. Moi, je voyais plutôt Rabiot. Donc, difficile. Franchement, c'est dingue. Mais je me répète, on est le 19 août. Il y a encore 33 journées. Le mercato est pas terminé. Ah, tu prends le pari ou pas, Scipion? OM ne sera pas top 4. Alors, c'est vrai que c'est peut-être l'occasion pour certains de dire on peut revoir ça. Moi, même si c'est le chaos, t'as encore 10 jours de mercato. Ils vont faire partir Rabiot, ils prendront quelqu'un d'autre. Est-ce que ce sera un remplaçant plus, je sais pas. Mais pour moi, l'OM est encore top 3, top 4. Moi, même si c'est un chaos sans nom, s'il y a un départ de De Zerbi qui claque la porte après le fameux match face à... Comment ça s'appelle déjà face au Paris FC, ça pourrait le faire. Désolé pour les notifs WhatsApp, j'ai coupé le son. Désolé pour le petit son parasite. Donc, voilà, si ça se trouve, là on se dit bon, normalement c'est une équipe qui en Ligue 1 va faire le taf. Mais à tout moment, il y a un banger de Jean-Philippe Crasso à la 89e minute au Vélodrome qui remet tout en cause. Donc c'est fou, quoi. Si la Ligue 1 n'était pas aussi faible cette année, j'aurais mis cette hypothèse d'un crash de l'OM. Je vois ce que tu veux dire, mais bon, t'as encore, tu vois, ces fameux leaders, t'as des joueurs qui vont prendre aussi leurs responsabilités, on va découvrir Pachao, il y a d'autres éléments qui vont revenir. Moi, j'imagine pas... en fait, dire j'imagine pas quand tu vois ce qui se passe depuis 5 jours, c'est peut-être aussi un petit peu présomptueux. Peut-être qu'on va avoir un truc...
un truc qui peut partir dans tous les sens, quoi. Mais à voir. En tout cas, on est sur déjà un mini tournant. Et ce qui est fou, c'est que la prépa, elle se passe bien. T'as des recrues intéressantes. Enfin, tu le vois Medina, qui a pas encore joué de match officiel. Tu vois CJ Gain-Riley, tu vois Angel Gomez. Il n'y a pas de Chao qu'on va découvrir. Tu vas faire un défenseur supplémentaire, un latéral gauche, peut-être un milieu et même un attaquant. Tu dis que normalement, l'équipe elle va continuer à prendre forme. Et là, c'est le chaos, quoi. Mais c'est fou. Alors, est-ce que c'est une capacité à se réinventer, à se saboter qu'il faut saluer? Mais moi, je dis, si j'étais supporter à Marseille, je serais hyper exaspéré, quoi. C'est-à-dire que même s'il y a un semblant, enfin, de moyen terme, de projet qui va dans le bon sens, ça explose à la moindre bagarre comme ça et tout part à volo. Bah ouais, franchement, moi, ça m'épuiserait. Et pourtant, je parle en connaissance de cause. Moi, les actualités de mon club, elles sont dans la chronique économique, faits divers. Enfin, on a beaucoup. J'ai plus vu mon club au tribunal de commerce de Bordeaux qu'au Matmut Atlantique ces 2-3 dernières années. Et là, franchement, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Vraiment, c'est très très fort. J'ai vu vos messages aussi, juste avant qu'on revienne évidemment sur ce cas marseillais. Oui, je commente avec Zach demain, demi-finale de Super Coupe d'Arabie Saoudite, Al Ahly, le club d'Enzo Mio contre Al-Qadsa. Donc super content de pouvoir faire ça. En plus, il m'a fait une petite surprise parce qu'on aura un duo bordelais. Je commenterai avec Benoît Trimouinas. Benoît Trémolas qui a formé de très bons duos aux Girondins avec Nicolas Maurice-Belay, avec Mariano de l'autre côté, avec Wendell. Bah franchement, voilà, j'espère être à la hauteur de tous ces bons duos bordelais qu'a connu Trémouinas. Mais c'est vrai que quand je vois j'ai regardé un petit peu ce qui s'est passé avec Walid et Kamel, c'était assez posé et tout. Moi j'ai commencé à préparer mon carnet parce que je suis assez studieux moi quand je commentais des matchs. J'aime bien quand même, tu vois, savoir les joueurs, même si évidemment Mio, Marez, Ivan Toney, je les connais. Mais tu vois, il y a beaucoup de joueurs que je connais pas, des Saoudiens, et j'ai pas envie d'arriver en disant lui je découvrais tout, donc je vais pas faire une nuit blanche à les observer, mais on va prendre quand même quelques petites notes pour ce match qui s'annonce sympa, en plus un cast à la cool. Donc rendez-vous demain 14h pour le coup d'envoi, et je crois qu'on prend l'antenne vers 13h sur la chaîne de Zach. Donc voilà, vous avez tous les rendez-vous qui sont là. On va évidemment revenir d'abord sur cette actu à Marseille. Medina serait blessé. En plus, franchement, c'est très fort. À un moment donné, t'es obligé de t'incliner. Il y a un niveau d'entertainment, de distraction qui est fou. Enfin, je vous le dis, l'OM en crise ne donne l'heure à personne. Il n'y a aucun club où il y a un équivalent. Je vous le dis, le PSG post-élimination Ligue des Champions, c'est assez incroyable parce qu'à chaque fois, chaque année, maintenant, avec ce qui s'est passé le 31 mai, c'est moins le cas parce que voilà, champion d'Europe et c'est plus que mérité. Mais souvenez-vous, à chaque fois que le PSG se faisait sortir, c'était le règlement de compte, c'était un western quoi. Il fallait flinguer lui, l'entraîneur, le directeur sportif, les joueurs, fallait couper les têtes. C'était assez fou. Ouais, Lyon, non, franchement, Lyon c'est fort. En plus, quand tu vois ce qu'on a vécu de Textor, 2 ans et demi de Textor ressenti presque 10 ans, c'est vrai qu'aussi quand tu as des dirigeants qui sont à ce niveau-là, c'est assez fort. C'est fort. Le côté volcanique de l'OM te laisse pas penser que c'est un club avec un plafond de verre qui ne gagnera pas grand-chose, ça entraîne toujours de l'instabilité, j'ai l'impression. Ça, c'est une bonne réflexion en tout cas. Est-ce que tu te fais pas rattraper par ton identité, par ta passion qui est à l'extrême? Et moi, pour être allé au Vélodrome, c'est top stade France, Europe, c'est une ambiance de dingue. Mais t'as aussi ce côté, comme tu dis, où dès qu'il y a un grain de sable, un caillou dans la botte, c'est pareil, il faut tout détruire, faut repartir de zéro. C'est assez problématique, mais c'est intéressant de se poser la question, est-ce que t'es pas condamné par essence parce que tu es quoi, un club qui a souvent été instable, qui depuis très très longtemps a connu beaucoup de changements d'entraîneur. Enfin, le coach qui est resté le plus longtemps à l'OM sur les 30 dernières années, tu dois avoir Deschamps, Rudy Garcia, j'allais dire Villas-Boas, je pense qu'il a dû faire 1 an et demi, Garcia, Deschamps, franchement, et encore Garcia, Deschamps, ils ont fait 2 ans, 3 ans. Ça n'a pas non plus été assez
assez poussé quoi. Après, si tu as un vrai projet sur long terme, tu dois passer au-dessus de ça. Les crises, ça arrive partout. Non, mais c'est sûr, aucun club n'y échappe. Il y a tous les clubs qui ont leur haut, leur bas, et au bout d'un moment, ils se relancent. Sauf que bah, quand l'OM, il y a un bas, et tu vois, je parle même pas de très très bas, parce que là, pour moi, défaite première journée, vas-y, ça arrive. Et je l'ai dit, dans hors-jeu notamment, et je crois que je l'avais aussi expliqué dans le premier débrief, l'OM va reperdre des matchs cette saison. J'espère que j'apprends aucun scoop à personne. Il va avoir des défaites en Ligue 1, en Coupe de France, on leur souhaite d'aller le plus loin possible. En Ligue des Champions, tu vas tomber sur du Cador, donc t'auras. Si à chaque fois qu'il y a un revers, un échec, t'as envie de tout exploser, ah, c'est compliqué, hein. Parce que là, clairement, ce match-là, c'est... Waouh. Ouais, c'est vrai que c'est un club à part. C'est un club à part. C'est pour ça que certains l'adorent, l'idolâtrent, et je peux le comprendre, hein. On aime tous notre club pour ce qu'il représente, pour ce qu'il est. Mais je vous le dis, moi, si j'étais Marseillais, j'aurais trop envie de souffler, j'aurais envie de faire une coupure, quoi. Parce que là, mi-août, une défaite, une bagarre, 2 joueurs qui doivent partir, beaucoup de remises en question. Après, bon, on va commencer à aller petit à petit là-dessus. On va aller voir notamment ce qui se dit pour cette histoire de Rabiot. Mais il va y avoir un conflit de personnes. Peut-être que Véronique Rabiot, qui est quand même, on peut le dire, procédurière, qui va peut-être saisir au conseil de prud'homme, qui va... Voilà, ça parle d'avocat, tout ça. Est-ce que finalement, ça va pas aller assez loin? Et maintenant, ça appartient à notre terrain. Mais peut-être que l'histoire de Rabiot et de l'OM, c'est terminé. Et c'est même vraisemblablement terminé vendredi à Rennes. Et ça, pour le coup, c'est un coup de tonnerre. Info RTL, l'entraîneur Roberto De Zerbi ne veut plus d'Adrien Rabiot. La mère agent d'Adrien Rabiot indique à RTL avoir été informé de la volonté de l'entraîneur du club, Roberto De Zerbi, de se séparer de l'international français. Comme un goût de fin de parcours, la mère et agent d'Adrien Rabiot, Véronique Rabiot, a confié à RTL avoir été informée de la volonté de l'entraîneur de l'OM, De Zerbi, de se séparer de l'international français. Elle a été avertie le 18 août 2025 de la mise à pied de son fils et a souhaité en savoir si cette sanction, si elle allait probablement être levée. Depuis l'annonce, elle n'a pas eu de réponse du club, et notamment de Mehdi Benassia. Ce mardi 19 août au matin, l'avocat de Rabiot a été contacté par Benjamin Arnault, le secrétaire général de l'OM, pour lui signifier que Roberto De Zerbi ne souhaitait plus avoir Adrien Rabiot dans son effectif. Le technicien italien invoque un manque d'investissement du joueur comparé à la saison dernière pour justifier sa décision. Bon, moi je vous le dis, je pense qu'il y a peut-être un truc sportif avec cette histoire de 4-2-3-1 et d'avoir un numéro 10 qui colle mieux à ce que veut De Zerbi qu'un Rabiot qui a rendu service l'an dernier, mais il était plutôt dans un système à 2 offensifs derrière un 9 qui a été soit Mopé, soit OI, soit Gouiri sur la deuxième partie de saison. Là, c'est plus un 10 avec ce rôle peut-être plus axial. C'est sûr que Rabiot, on l'a connu 6, on l'a connu 8, et pour De Zerbi, peut-être que ce rôle de numéro 10, ça ne lui convient pas. Mais le technicien italien invoque un manque d'investissement du joueur comparé à son dernier. Alors, on n'est pas aux entraînements et tout. Bon, je pense pas que Rabiot triche. On a vu qu'un match. Et certes, Rabiot n'a pas été bon, mais encore une fois, tu n'as eu que 90 minutes. Je préfère voir l'argument sportif et se dire que voilà quoi. Mais pourquoi l'avoir mis titulaire à ce poste de la première journée alors? Il n'est pas logique De Zerbi. C'est ça. C'est aussi ça, peut-être le manque de compréhension. Si vraiment tu trouves que le joueur s'est pas donné à fond en préparation, pas été assez investi lors des matchs amicaux, tu as voulu insister avec ce poste-là, il n'y a personne d'autre en 10. Bah, c'est sûr, si tu veux faire partir Unai, qui est plus dans les plans, et Harit également, oui, mais pour le coup, Rabiot est un meilleur joueur à prouver plus que ces deux-là, mais par contre pour le poste, peut-être que voilà, un Harit il correspondrait mieux. Et pourtant Harit a aussi eu ses trous d'air à l'OM quoi. Cette décision intervient après la défaite du club marseillais sur la pelouse de Rennes. L'altercation, mêlant injure et altercation physique, les deux joueurs âgés de 22 et 32 ans ont été interdits d'entraînement avec l'équipe professionnelle jusqu'à nouvel ordre. Véronique Rabiot a souhaité rappeler que ce genre d'incident de vestiaire était monnaie courante et que ces conflits devaient rester dans l'intimité du vestiaire. Adrien Rabiot est en contrat avec l'OM jusqu'à la fin de saison. Ça, c'est vraiment... on va voir les conséquences. Il reste... il reste quand même encore 14 jours de mercato. On rappelle que le marché se termine en France le 1er septembre à 20h. Donc il y a le temps de faire partir Rabiot, de lui trouver un remplaçant. Mais ce match à Rennes, et là ce qu'on voit, ce qui se passe au centre d'entraînement Robert Louis-Dreyfus, ça peut laisser de vrais séquelles quoi. Du coup, s'il y a deux parts, qui pour les remplacer? Alors, pour remplacer Ro dans un rôle d'ailier, ça part de Zegrova.
même si Ro est peut-être plus côté gauche, c'est Zegrova côté droit. Après, on n'oublie pas que Zegrova est aussi désiré par la Juve. Et après, Rabiot, bah, ça va être toute la question. Angel Gomez a déjà joué dans ce rôle-là à Lille. Peut-être qu'il montera d'un cran, mais pareil, De Zerbi a installé quand même un double pivot Højbjerg-Gomez qui a donné satisfaction durant la préparation, qui a peut-être pas été à la hauteur du match contre Rennes, mais ouais, de toute façon là, ce qui est sûr, c'est que si Rabiot part, t'auras un mec qui va arriver justement pour ce rôle-là, à ce niveau-là. Et c'est vrai que quel avenir pour Rabiot? On a vu une rumeur AC Milan. Moi perso, la rumeur AC Milan, je trouve qu'elle est bizarre parce que le Milan a trop de joueurs au milieu de terrain. Après, il y en a peut-être qui vont partir, mais le Milan a déjà recruté pas mal de monde dans ce secteur-là. Après, si Rabiot vient, évidemment, il sera titulaire, parce que voilà. Mais tu vois, Jachari recrue, Samuel Ricci recrue, Luka Modric recrue. Ensuite, bon, t'as des joueurs qui vont partir. Yacine Adli, Benasser, Fofana qui est là, qui va rester. Moussa, il y avait une rumeur un temps du côté de Naples, de mémoire, et Ruben Loftus-Cheek. Bon, t'as quand même 3 joueurs qui sont arrivés au cours de ce mercato-là. Du coup, j'ai du mal à les voir. Tu vois, en plus, Jachari 36 millions, Ricci 23, bon, Modric libre. Mais ça ferait peut-être un petit peu trop de monde à ce niveau-là, quoi. Et je suis d'accord. Manchester United, je trouve que c'est la bonne porte de sortie. Alors, en Arabie Saoudite, c'est sûr que Neom, c'est vrai que vous avez raison. Neom, il voit joueur Ligue 1 très reconnu, hop, on peut s'engouffrer dans la brèche, ils vont lui proposer un truc. C'est sûr. Alors, je ne suis pas dans les coulisses du mercato, je ne suis pas agent, espion infiltrant d'Arabie Saoudite, mais je suis intimement convaincu que il y a une vraie possibilité pour que Neom se positionne là. Mais quand on voit Manchester United, on sait que ça a déjà été approché par le passé. Oui, mais il veut sûrement jouer la Coupe du Monde. C'est vrai que le mondial, pour beaucoup de joueurs, notamment Pavard, tu vois, Pavard qui est aussi peut-être en instance de départ de l'Inter, ça a parlé de lui à Lille. Maintenant, c'est plutôt peut-être Galatasaray. On a vu aussi une rumeur Marseille. Pavard, par exemple, il a refusé l'Arabie Saoudite parce que il a la Coupe du Monde dans un coin de sa tête. Même si c'est sans doute pour être remplaçant, mais il veut être de l'aventure des 26. Peut-être que Deschamps, il y a certains joueurs, ils ont eu un appel avec Dédé en mode est-ce que si je vais en Arabie Saoudite, parce que des fois c'est le cas, il y a des joueurs, ils se disent si j'y vais là-bas, est-ce que c'est la fin de mon aventure? Peut-être. Échange Pavard-Rabiot. Est-ce que c'est vrai que l'Inter, est-ce qu'ils rechercheraient pas eux un milieu? Après, ils ont pris Susic de mémoire du côté de la Croatie, mais on sait qu'il y a des joueurs qu'ils aimeraient peut-être faire partir. Ça parlait pourquoi pas de Zinski, je sais plus si j'ai vu une rumeur en première ligue. Du coup, tu as recruté Susic. Il pourrait retrouver Luis Enrique là-bas. Et après, c'est vrai que tu as besoin peut-être d'un petit peu de sang neuf. Ouais, tu as Çalhanoğlu, j'ai vu que Çalhanoğlu, ça t'as Barella. Bon, il y a encore un petit peu de monde et tout, mais c'est vrai que Rabiot 30 ans, il arrive, même à 30 ans, il rajeunit ce milieu de terrain-là. Mais c'est vrai que je suis d'accord. Inter, ça, j'aime bien. Manchester United, j'aime bien. Rabiot, parfait pour le Bayern. Pourquoi pas? En tout cas, c'est un mec qui a une cote sur le marché qui va être encore très forte. Et puis, je vais pas vous l'apprendre. Il lui reste un an de contrat. Pour le coup, c'est l'OM qui veut le faire partir. Du coup, je pense que dans les négociations de transfert, il n'y aura pas un prix démentiel. Je sais pas quelle somme. 10, peut-être 15. Mais j'imagine pas un truc incroyable. Surtout que Rabiot, forcément, il y a un gros salaire, derrière. Moracini qui dit Rabiot est un sale mec, ok. Il a voulu absolument partir libre de son club formateur, refuser d'être réserviste pour sa nation, et maintenant à 30 ans il se bat comme un chiffonnier avec Ro 22 ans. Après oui, on sait que Rabiot c'est un parcours. C'est une affaire de famille, c'est particulier. Mais il a ses torts. Peut-être que certains clubs, à un moment donné, et je parle pas du PSG, d'autres clubs ont eu leur tort, mais ce qui est sûr, c'est que ça fait beaucoup de cas où, voilà. Oui, après, c'est un joueur qui a un vrai truc, qui a ce talent, qui t'apporte beaucoup. Et on l'a vu l'an dernier, un certain Globe, même quand l'OM ratait ses matchs, lui, il était toujours là à le faire. Il est quand même en train de se faire une sale image depuis quelques saisons. En vrai, j'ai l'impression que la sale image, pour lui, elle est déjà là. Enfin,
tout ce qui s'est passé, c'est vrai qu'il a raison de le rappeler, avec le cas du PSG. Et pourtant, qu'est-ce qui était bon aussi, ce fameux match au Barça, le 4-0 à l'aller au Parc, c'était trop bon. Enfin, vraiment, c'est une perf qui restera en mémoire comme Kipembe. La Juve aussi, hein, en termes de prolongation pas simple, le fait de refuser d'être réserviste pour les Bleus. Maintenant ça, après, bon, voilà. Véronique dit que les bagarres dans les vestiaires, c'est monnaie courante. Il peut y en avoir. Ça arrive pas tous les jours non plus. Hein. On n'est pas sur un truc où... voilà, on n'est pas dans le village d'Astérix. On échange des pains où il y a le forgeron qui tape sur le poissonnier, tout ça. Non, non. Il y a quand même des vestiaires où on peut réussir à faire une saison sans se bagarrer. La voix peut chauffer, mais... Voilà, faut pas croire non plus que ça arrive tout le temps, quoi. Mais peut-être qu'il cherchait avec ce prétexte à le faire partir. Et j'ai l'impression que c'est tout trouvé et que l'aventure de Rabiot s'est terminée. Ouais, l'effet papillon, c'est ce qu'on évoquait. Un petit truc qui après va dévaler la piste comme une boule de neige qui se transforme quasiment en avalanche. Et Faye qui loupe son réveil avec le jeune défenseur marocain Aït Boudal qui termine par être titulaire, qui fait ce carton rouge. Et du coup, l'OM, peut-être qu'il aurait remporté à 11 contre 11, mais le fait est qu'à 11 contre 10, ils ne sont pas parvenus à faire la différence contre Rennes, ce qui entraîne peut-être le départ d'Adrien Rabiot. C'est pas mal. Direction Monaco si Zakaria part. Alors, on va le voir juste après, mais normalement, l'info qui est sortie, et ça c'est une très bonne nouvelle, et pour Monaco et pour la Ligue 1, c'est que Zakaria devrait rester. Ce qui est sûr, c'est que si j'étais Monaco, j'aurais tenté le coup. Après, faut voir. Mais Inter, j'aime bien cette possibilité. Et ensuite, United, qui a besoin de monde supplémentaire au milieu de terrain. Je pense, de toute façon, ça va très très vite se décanter. N'oubliez pas aussi, parce que l'an dernier, avant qu'il signe à l'OM, il y avait Galatasaray. J'imagine aussi qu'il y a des clubs turcs qui vont se positionner là-dessus. Mais c'est reparti pour un tour. Un mercato bien agité comme on aime, quoi. Pogba, Rabiot, ça claque au milieu. Bon, il faut déjà que Paul Pogba revienne. Lui qui va reprendre l'entraînement collectif dans moins de 2 semaines. Il faut déjà qu'on puisse le revoir à ce niveau-là, quoi. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus ? Je pense qu'on a à peu près tout dit. Parce qu'en fait, depuis hier, on a appris cette fameuse bagarre où ça allait très très fort. Enfin, où c'est vraiment monté dans les tours. Jusqu'à là, à tout moment, là, on a une breaking news qui tombe. Enfin, ça peut encore aller plus loin. Mais ouais, franchement, c'est quelque chose. Hein. Si je redis, première journée de Ligue 1. Je m'attendais pas à ça. Et là, on a samedi le Paris FC qui arrive. Attention. Ce qui est bien, c'est que normalement, un Paris FC qui est pas totalement prêt, peut-être pour la Ligue 1, qui va encore prendre des recrues, l'OM est favori. Mais ce qui est sûr, c'est que ce match, en termes d'attente, de possibilité de péter, c'est fort. Tu penses quoi de la perte de Rongier, Rabiot, du coup, pas peur des conséquences ? Rongier, voilà. Après, certains ont dit finalement, bon, Rongier, vous disiez que c'était la taupe du vestiaire et tout. Bon, les infos, elles sont quand même bien sorties. Et les infos sont très très bien sorties d'ailleurs. On a eu tous les détails, l'altercation, le front contre front, Benassa qui les sépare, le malaise de Bacola. On a eu quasiment tout minute par minute. C'est vraiment une enquête détaillée, poussée. Limite, c'était un procès verbal. Hein. On a pu tout savoir, le déroulé des faits dans le vestiaire marseillais. Après, voilà, Rongier, tu sais ce que tu perds, tu ne sais pas ce que tu gagnes, c'est toujours un petit peu cet inconnu. Oui, après que peut-être dans un vestiaire, comme c'était un vrai mec de l'ombre, peut-être que voilà, ça aurait évité d'arriver ça, mais j'ai l'impression que ça aurait pété quoi qu'il arrive, quoi. Ça aurait pété quoi qu'il arrive. Après, là, ouais, on est quand même sur pas mal de chamboulements pour cette équipe. On avait, je vais pas dire un semblant de stabilité, parce qu'on sait qu'à Marseille, il y a toujours beaucoup de mercato, mais je trouvais, tu vois, que tu avais quand même beaucoup de joueurs de la saison dernière qui continuaient à être titulaires, tu vois. Là, sur le premier 11, tu avais juste CJ Egan Riley et Angel Gomez, qu'on a pu voir et qui n'étaient pas là l'an passé. Par contre, si tu as aussi Rabiot qui part, c'est chaud. Ce que Neissner aurait dû nous apprendre, c'est que potentiellement, tout le monde peut être la taupe, même sans le voir. Mais tu sais, Karim, t'as plus que raison, parce que le nombre en fait de joueurs qui parlent avec leur agent, leur entourage, leur famille, et ces fameuses personnes de l'entourage, elles peuvent être très bavardes.
Et il n'y a pas qu'un entourage qui est bavard. Il y en a beaucoup, beaucoup. Il suffit de connaître les bonnes personnes. Et t'en as qui vont pouvoir, comme je te dis, te faire ce fameux détaillé de l'altercation, de la bagarre et tout, quoi. Ouais, comment se mettre le feu tout seul comme un grand. C'est exactement ça, ce sentiment. Ouais, franchement, j'ai vu la nouvelle déjà hier, quand on était juste avant hors-jeu, où je me suis dit, waouh, franchement, c'est quand même, tu vois, mise à pied. Mais moi, tu vois, je pensais hier que cette mise à pied, elle se passerait jusqu'au match du Paris FC, que Rabiot ne jouerait pas le match du Paris FC, qui serait réintégré après pour le déplacement à Lyon, et que Jonathan Rowe, qu'on annonce à Bologne ou à la Roma, tu vois, c'était fini pour lui son aventure marseillaise. Mais j'imaginais absolument pas que Rabiot, ce serait la dernière fois qu'on le verrait sous le maillot de l'OM. Parce que moi, dans ma logique, si Rabiot partait, comme c'est un cas à part, et un gros cas au niveau du salaire, je pense que ça aurait été anticipé, et tu aurais... voilà, tu l'aurais poussé avant les matchs de reprise, tu aurais trouvé un accord. Là, Rabiot qui reste, qui enchaîne pour une deuxième saison, surtout qu'il y avait un espèce de truc, vous savez, comment dire, il y avait un espèce d'accord tacite, peut-être que si tu avais un gros club européen qui revenait à charge pour Rabiot, tu pourrais t'en sortir pour une indemnité de transfert moindre et tout. Donc moi je me disais, bon, ils vont partir. C'est vrai que la Roma est sur Bailey. Du coup, Jonathan Rowe peut-être vers Bologne, et à un moment donné, il y avait aussi l'Atalanta. Donc à voir. Mais ouais, bon courage aux supporters marseillais. Le temps va être encore très très long jusqu'à samedi. Et ce fameux match contre le Paris FC peut conditionner beaucoup de choses. Soit tu te relances, soit je suis pas... D'habitude, je suis pas alarmiste ou fataliste. Mais très clairement, si tu ne fais pas une victoire, je pense que très très vite, ça peut être compliqué. Évidemment, ça remettra pas en question le top 4 de l'OM, que j'imagine pas. Attendez, hop, on va vous demander ça sur le chat. Pas de top 4 pour l'OM. Pour moi, ils ont encore large la profondeur pour le faire, même avec la Ligue des Champions. Mais en tout cas, ça peut représenter un début de saison. Pas top 4. Attends, hop. Yo, je te vois de loin sur X, tu supportes pas l'OM. Non, l'ami, j'ai choisi un autre truc qui me rend encore plus malheureux et déboussolé que l'Olympique de Marseille, figure-toi. Mais ce qui est sûr, ouais, qu'encore une fois, en tant que personne neutre, ouais, les amateurs de sang, voilà, l'odeur du sang. Ce match contre le Paris FC, le moindre déboulé d'Ilan Kebal, la moindre percée de Maxime Lopez, la première entrée en jeu de Willem Jebels, la frappe en pivot de Philippe Crasso, c'est très clairement Raymond Domenech, l'odeur du sang. On sera là pour voir ce que ça donnera pour cette équipe. Encore une fois, l'histoire semble terminée. Je pense que ça peut arranger De Zerbi de voir Rabiot partir par rapport au système et ce fameux 4-2-3-1 qu'il essaye de mettre en place. Maintenant, t'as 15 jours pour te retourner, trouver un remplaçant, enfin, un joueur qui matche plus avec le système que tu veux, et puis te relancer. Paris FC et OL à venir en championnat avant la coupure, et après tout va s'enchaîner très très vite, hein. LDC, Ligue 1, tout ça. Mais oui, bien sûr que le Marseille va encore recruter. On rappelle, ça parlait d'Ordonez, là pour l'instant c'est un petit peu en stand-by, ça parlait pourquoi pas d'un latéral gauche, j'ai l'impression que c'était un peu la priorité pour compléter vraiment ce 11-là. Un milieu supplémentaire, avec la fameuse piste Benasser qui est revenue, un joueur comme Zegrova, il y a aussi la concurrence de la Juve, et du coup, le Rabiot qui pourrait te libérer un bon salaire et aller sur des joueurs supplémentaires, et notamment ce fameux 10, quoi. Donc, à voir. Une breaking news Ligue 1, Vincent Siro à El Chebab, c'est fait. Voilà, hop, on va reprendre petit à petit nos habitudes du récap Mercato. Même si là, on est plutôt, certains vont dire, sur le récap ange de la télé-réalité, le récap drama, le récap UFC. On est là ensemble, évidemment, pour voir un petit peu les fameuses news qui se déroulent sur le marché des transferts, avec beaucoup de choses à voir, hein. Évidemment, on a des informations qui sont apparues depuis ce matin. Donc tranquillement, avant d'aller voir évidemment le cas de Zakaria qui va rester
à Monaco, et ça c'est une excellente nouvelle. Et je voulais aussi faire forcément ce focus sur le numéro 9 du Stade Rennais. Ça m'intéresse beaucoup de voir quel 9 pour vous voulez du côté du Roazhon Park, parce que on parle d'Esteban Le Paul d'Angers, de Konrad Harder du Sporting et de Brian Brobé de l'Ajax. Trois profils qui pour moi sont très intéressants mais qui n'ont rien à voir, parce que Brobé ça joue pas comme Le Paul, et Konrad Harder dans ses stats c'est celui qui se rapprochait, quand je parle des stats c'est pas seulement but et passe D mais stats, data sur le terrain, c'est celui qui se rapprochait le plus de Kalimundo pour une forme de continuité. Mais ce qui est sûr c'est qu'il y a pas mal d'équipes qui en Ligue 1 recherchent ce fameux numéro 9. On a encore Lens qui doit en faire venir un. On a également le LOSC qui tarde à trouver ce fameux 9 remplaçant à David, et Giroud fait pour l'instant le backup à merveille. T'as l'impression que Metz ils en manquent d'un, t'as l'impression que Lorient ils pourront en chercher un en plus. T'as Toulouse qui va faire Gift Orban, t'as Auxerre qui a fait Namasso de Porto, t'as Nice qui a fait Kevin Carlos de Bâle, l'OL en veut un en rotation de Mikotadze, et Nantes, je suis persuadé que si Nantes perd et Mostafa et Ablin, ou au moins un des deux, ils iront sur un attaquant. Alors est-ce que ce sera un pur neuf ou est-ce que ce sera un attaquant hybride, je sais pas, mais ouais. Pourquoi pas Mopé à Lens. En vrai, Mopé, je le vois bien tourner dans un club de Ligue 1, rebondir, ouais, que ce soit Nice, Lille. Alors, Nice, après les banderoles et son retour l'an dernier, ce sera assez savoureux. Mais Lens, Lille, Nice, après la seule limite de Mopé, c'est que c'est un salaire Première Ligue plus. Donc, Ninor qui dit, je pense qu'on ne perdra aucun des deux pour Mostafa et Ablin. Alors écoute, ça pour le coup, autant Mostafa, je pense qu'il est peut-être pas Luis Castro compatible, autant Ablin, si il décide de mettre de l'eau dans son vin et de rester, bah très très bonne nouvelle quoi. Alors c'est fort. Selon un insider très informé sur Rennes, Le Paul c'est fait pour 15 millions d'euros. D'après Jonathan, un insider souvent fiable, c'est Le Paul, c'est fait pour Rennes. Bah écoutez, on va voir ça après. C'est une très bonne nouvelle pour Rennes. Je suis content pour lui. Par contre, pour Angers, c'est dur. Franchement, c'est dur pour eux de perdre leur joueur phare après une journée. Et bon, ils vont prendre une somme intéressante. C'est cher, 15 millions. En vrai, Angers demandait 25 de base. Tu vois, j'aime bien. C'est cher, 15 millions, l'arnaque qui vaut plus. C'est toujours comme ça. Il y a deux avis contradictoires qui se suivent. Juste, l'OM en Ligue 1, top 4 à 82%. Donc voilà, on est quand même... Il y a le feu, mais on peut réussir à éteindre l'incendie. 15 millions pour Angers, c'est quand même très confort. Bah, on rappelle qu'Angers, pour eux, les deux ventes qui étaient prévues, c'est Abdelli et Fofana. Ils sont pas encore partis. Peut-être que finalement, Le Paul, bah, malheureusement, t'es obligé parce que il faut faire entrer des sous dans les caisses comme beaucoup de clubs français. Et à ce niveau-là, ça peut faire très très mal. J'imagine qu'ils vont le remplacer. Mais c'est dur. Moi, j'aurais adoré qu'il reste une saison de plus à Angers. Déjà parce que lui, il a été titulaire que 6 mois. Pour confirmer, je suis persuadé qu'il aurait mis 15 buts. 25 pour un attaquant qui a fait une bonne saison. Après, oui, c'est ça. Mais Angers demande parce que le marché du numéro 9, il a un peu explosé. Enfin, ça fait depuis un moment, mais le marché du numéro 9, tu vois, il y a de plus en plus de prix et tout. Angers, ils veulent pas brader. Kita, il demandait 40 millions pour Ablin. Voilà. On va voir comment ça va se passer. Ça parle de Chotard et Lucas Michel à Brest. Pour moi, vu le banc de Brest dimanche, il faut des joueurs de complément. Et ces deux-là, j'aime beaucoup l'idée, quoi. Si même Toulouse doit vendre 40 millions pour investir 5, alors Angers laisse tomber. Mais c'est ça, en fait. On a tous cette hype par rapport à la Ligue 1, la reprise, les matchs qu'on a pu suivre. Bon, on n'a pas vu beaucoup de buts, mais je sais pas pour vous, mais on sent un gros parfum d'excitation sur le retour du championnat, sur redécouvrir les équipes, sur le mercato, le retour des champions du monde, tout ça. Ligue 1+, nouvelle plateforme, on repart main dans la main pour une nouvelle aventure, les droits télé, normalement ça va bien tourner. Mais la réalité économique du foot français, est-ce qu'on n'est pas finalement sur un mood où on va tous devoir se serrer la ceinture ? À part 2-3 clubs où il y a des actionnaires ou des états derrière, mais très très costaud. Mais sinon, c'est la réalité du foot français. C'est qu'il faut vendre, parce que t'as pas le choix. Les droits télé,
On est passé quand même d'un... bon, il y a eu le 1 milliard de Mediapro qui a assez vite explosé, mais il y a quelques années encore, c'était 800 millions, 700 millions par saison. Là, on est passé à 350 et des poussières. Et là, je suis pas sûr du montant exact, comme ça a été renégocié. Donc il faut en vendre des abonnements Ligue 1 Plus, hein, pour que les clubs puissent se payer du Lucas Michel, même du Chotard, et qu'Angers puisse aller prendre un attaquant supérieur à 2-3 millions d'euros. Regardez Le Havre. Le Havre, c'est un club qui travaille bien en Ligue 1. Ça fait 3 saisons qu'ils sont là désormais. Ils sont venus de Ligue 2. Ils n'ont pas une thune. Ils peuvent faire que des mecs libres. Et à chaque fois, ils sont obligés de trouver du système D, d'aller prendre du Samata, 32 ans, des joueurs relégués avec Caen en Ligue 2, des joueurs relégués en National. Ils sont obligés de faire les, je vais pas dire les fonds de tiroir, mais c'est de briques et de broc. Et le moindre gros salaire, c'est ciao. Et on rappelle, non, la dinguerie CVC pour Le Havre. Le Havre aurait touché plus d'argent s'ils étaient restés en Ligue 2 qu'en Ligue 1. Bordeaux a touché plus d'argent du CVC que Le Havre. Et crois-moi que donner de l'argent à Gérard Lopez, c'est pas une bonne idée. Mais qu'en plus, t'es un club qui travaille mieux que toi, qui monte en Ligue 1, pendant que toi, tu restes en Ligue 2 à te faire tabasser par Concarneau et Laval. J'ai rien contre ces équipes, évidemment. Enfin, non, mais c'est un truc qui est lunaire. On a un système qui marche pas bien. Et après, j'ai pas non plus envie qu'on fasse une DNCG, enfin un truc extrême à l'Espagne, comme en Espagne. Je sais pas si vous l'avez vu, qu'en Espagne, le fair play financier, il est terrible. Genre, tu peux enregistrer très très peu de joueurs. Enfin, Retafe, ils sont allés au Celta Vigo ce week-end en ayant 12 joueurs, à peu près d'équipe première. C'était que des jeunes après. J'ai pas envie non plus qu'on tombe sur un truc drastique où on empêche tous les clubs avec la règle du 1-1 de prendre des mecs. Mais peut-être que la DNCG, il faut réfléchir à un nouveau truc. Je sais pas comment. Bon, après, on donne des salaires, des fois, c'est des trucs à perte. Quand tu vois les salaires de Montpellier, qui est descendu, là, avec les Jordan Ferry, avec les caseries, des salaires, c'est pas possible, quoi. Donc, je pense qu'il y a une réflexion à avoir de tous les côtés, mais la réalité, c'est que beaucoup de clubs sont dans l'obligation de vendre et ne vont pas pouvoir recruter à la hauteur de ces départs. Ils ne vont pas pouvoir peut-être bien les remplacer. Peut-être que c'est un peu plus de jeunes, et ça c'est trop bien pour eux, quand tu vois pas mal de jeunes qui progressent, qui montent bien. Mais bon, peut-être que pour le spectacle, tout ça, on va peut-être avoir des matchs un petit peu moins consistants, mais c'est un petit tournant. Il faut pouvoir s'y faire, quoi. Tu verrais qui dans les 3 dernières actuelles? Hier dans Hors-jeu, j'ai dévoilé mes 3 que je chantais par rapport au mercato, tout ça. J'ai mis Lorient, Le Havre et Metz. J'attends de voir si Le Paul part et surtout par qui vont le remplacer. Mais sinon, Angers, bien sûr que je les mets dans la charrette aussi. Parce que sans Le Paul, ça peut être tordu. Ça peut être très très vite être tendu, quoi. À ce rythme-là, on va se retrouver avec notre Ligue 2 qui sera moins bonne que la 4ème division anglaise. Et nos jeunes vont partir de plus en plus tôt. Ça va être un cercle vicieux. Après, j'ai envie de te dire, même en Ligue 1, ils partent très tôt. Tu vois? Genre le Stade Rennais. Club ambitieux. Club qui a des moyens. Club qui sait attirer. Club qui forme très bien. Est-ce qu'ils vont pouvoir conserver l'an prochain, si par exemple ils font une qualification en Coupe d'Europe, est-ce qu'ils vont pouvoir conserver Jacquet, Djaoui Cissé, Kader Meïté? Est-ce que tu n'auras pas des offres qui sont irrefusables? Et pourtant, pour moi, Rennes est un club qui, comme je te dis, a la surface financière pour garder ces gars-là et avancer et pouvoir bâtir un truc sur le long terme. Même Kamavinga, Doué, Dembélé, tu vois, ils sont partis très très vite. Après, je parle de joueurs qui sont, on va dire, peut-être chapeau 1 des cracks du foot français. Peut-être que des talents chapeau 2 qui deviendront par la suite, sans doute, des talents chapeau 1. Je sais pas si vous voyez ma réflexion. Jacquet part en U26 et Meïté 600 en U27. Franchement, Djaoui Cissé, quand il va revenir, je peux te garantir qu'à l'été 2026, je la vois, l'offre de Tottenham à 45 millions, 50 millions sur la table d'Arnaud Pouille. Moi, je la pressens totalement, quoi. Pareil pour Rennes, est-ce qu'ils conserveront Haralson et Wadi? Rennes, c'est ça. Lille, c'est un cas qui est équivoque aussi. Lille, un club qui a très bien travaillé, qui a épongé ses dettes, qui vend très bien, qui a encore vendu Euro il y a 1 an pour 60 millions. Là, ils sont obligés de faire partir Chevalier et Diakité pour quasiment 100. Et
tu peux faire des recrues, mais tu peux pas faire des recrues à 10, 15, 20 millions, quoi. T'es obligé d'aller plutôt sur un scouting, et c'est très bien, parce que Lille va chercher des mecs en Norvège, au Portugal, Ngoy, il arrive de Belgique, t'as du mercato malin, Haraldsson, il venait de Copenhague, mais ouais, ça c'est quand même assez fou, quoi. Donc on va voir la suite pour ce marché français qui s'annonce particulier, quoi. Jacques et Cissé, c'est déjà un autre calibre, mais si j'aimerais les voir rester en Ligue 1 pour développer le championnat à Marseille, Monaco, même Strasbourg, si le projet jeune se développe bien et devient l'un des trucs à suivre en Europe, quoi. Diakité, c'était pas pour l'argent, mais à cause d'un deal lié à sa prolongation. Ok, bon, ça peut s'entendre. Mais j'ai l'impression que Chevalier, c'était peut-être le joueur qui devait... Bon, il avait quand même un bon de sortie, tu vois. Mais c'est vrai que le timing des 2 départs, c'est pas mal. Lille, ils visent des jeunes espoirs à potentiel tels qu'Olivier Giroud. Ah bah en réfléchissant comme ça, c'est sûr qu'ils vont monter une équipe de tontons qui sont très très bien. Bah justement, Coco59, Pipion, je sais pas si t'as parlé de Mamadou Sangaré à Lens. Si oui, je regarde en replay. Non, je n'ai pas encore parlé de Mamadou Sangaré avec cette recrue du côté du RC Lens. On sait qu'il y a besoin de renforts en attaque. On a évoqué le cas du 9 à Lens qui devrait arriver. Mais aussi au milieu de terrain, on a vu que le milieu Thomasson, Diouf, sur le papier ça peut être pas mal, mais ça manque peut-être d'un autre profil. Et apparemment le milieu box-to-box malien, Mamadou Sangaré, arrive du Rapid Vienne. Il a réussi sa visite médicale. Le transfert s'élève à 5 millions d'euros de part fixe et 3 millions de bonus. Un joueur qui a 23 ans, 6 sélections avec le Mali, donc il partira pour la CAN. Auteur de 3 buts et 3 passes D en 44 matchs. Il avait été en quart de finale de la Pipion League. Sangaré arrive à Lens pour franchir un cap et stabiliser l'entrejeu qui a perdu Nel et Nanaoui, vendu à la Roma, et qui peut aussi voir partir Andy Diouf. On a évoqué notamment Andy Diouf en PL et à Naples. Et en vrai, moi, de ce que j'ai vu des rapports, voilà, pareil, je ne vais pas faire le l'hipster ultime, non. Désolé de briser un mythe, je ne regarde pas les matchs du Rapid Vienne en Bundesliga autrichienne, mais de ce que j'ai vu des rapports data et tout, bah, c'est le joueur qui coche beaucoup de cases parce que ça peut très très vite péter. Il prend beaucoup de cartons jaunes, par contre, je trouve que niveau agressivité, ça m'étonnerait pas qu'il y ait 2-3 cartons rouges qui tombent assez vite pour lui, mais s'il réussit à canaliser ça, par contre, il a vraiment ce truc où en Ligue 1, ça peut... Ouais, il peut avoir le déclic et représenter un gros transfert. Parce que malheureusement, on parle comme ça à chaque fois de logique. Est-ce que c'est du trading? Est-ce que vous voulez mettre un autre mot plus beau sur ce phénomène? Mais ce qui est sûr, c'est que d'ici 2 ans, si ça se passe bien, Lens pourra se frotter les mains. Mais en tout cas, la piste de ce que j'ai vu, j'aime bien. Et c'est vrai que Lens, avoir le numéro 9, mais entre Beidou, Risser, Udol, Thauvin, maintenant lui, Sangaré et le 9, avec tous les autres joueurs à côté, bah, moi je pense que ce Lens-là, ce qu'on se dit souvent, c'est qu'ils peuvent se mêler à la lutte, peut-être plus conférence que Ligue des Champions, mais il y a ce fameux beau wagon entre 4 et 10, où il y a beaucoup d'équipes qui peuvent très très vite se mêler à cette lutte, quoi. Ça parle de Sima aussi. Ouais, j'ai vu que Guilavogui pourrait partir et Abdallah Sima. Ouais, Abdallah Sima, pourquoi pas? Abdallah Sima, pourquoi pas? Mais ouais, ce qui est bien, c'est qu'ils ont quasiment fini leur mercato. C'est juste dommage parce qu'avec ce fameux 9, quand tu vois le match contre Lyon et le volume d'occasion, ça aurait pu faire la différence. Mais je trouve que Lens, encore une fois, est un club qui avance plutôt bien, quoi. Je trouve que c'est bien foutu. Vente de Kharkov va être prêté à Charleroi, hop, joueur du FC Metz qui perd un élément, chercherait plus de temps de jeu. C'est vrai qu'il a peut-être été moins titulaire l'an passé. 2972 minutes en 21 matchs la saison dernière. 49 matchs avec Metz, 10 sélections. Resté sur le banc, malgré une préparation plutôt convaincante, un système lui souriant, 3-5-2. Van de Kharkov avait jeté le trouble sur son avenir avec une story sur Instagram. Personne ne me rabaissera, restez debout, respect. Voilà, bon, il avait envoyé son petit message, ça c'est clair. Oh, une nouvelle recrue à Naples. En sachant que Naples va aussi normalement prendre un remplaçant à Lukaku, c'est la tuile de la pré-saison du Napoli, c'est que vous savez que Naples a recruté pas mal, histoire de faire 2 équipes, notamment pour jouer aussi en Ligue des Champions et bien tourner en Serie A, et Lukaku s'est pété pour à peu près 3 mois, donc Naples va chercher un numéro 9 supplémentaire, ce qu'on disait, hein, le fameux mercato des numéros 9. Miguel Gutiérrez, en tout cas, ça c'est pas un 9, c'est un latéral gauche. Super joueur, il a été annoncé un temps à l'OM, 18 millions d'euros pour le latéral espagnol, 2 buts 6 passes D avec Gérone. Autant la saison dernière, je trouve que, bon, comme Gérone, c'était pas
c'était pas dingue, autant sur la saison où Jérôme accroche la Ligue des Champions, ça se voit que c'est un joueur qui est excellent, et avec Conte, ça peut très bien péter. Etcheverry, on parlait de lui, pourquoi pas pour rejoindre l'OL, qui apparemment a un deal pour se faire prêter un joueur par City. Bon, Djoumaba est parti à Nice, Perron a signé du côté de Com, Makati est parti à Nottingham, Etcheverry va aller à Leverkusen. Il va plus beaucoup rester de joueurs à prêter, non ? Faut qu'il fasse gaffe, l'OL. Surtout que pour la profondeur de banc, avoir un joueur prêté par City serait bien. Nipan, j'ai vu que Nipan, il devait pas aller à Middlesbrough, de mémoire. Je crois que Nipan, du coup, c'est ce jeune milieu de terrain très prometteur, norvégien qui arrivait de Rosenborg cet été. Manchester City prête, voilà, tu vois. J'aime bien parce que Nipan, t'as la photo de lui qui est prêté ouais, c'est vrai qu'il va rester Issa Kabore, dont les dernières performances et les dernières sorties c'est quoi, Issa Kabore de mémoire, c'est 3 OM, Benfica et Werder Bremen. Me demandez pas comment je connais ce parcours, c'est une information absolument terrifiante de savoir la carrière d'Issa Kabore, mais je suis pas emballé. Enfin, quitte à prendre un joueur supplémentaire. Lutantan aussi. Ah ouais, attends, il a fait. Voilà, il y a des personnes encore plus folles que moi pour connaître 24 ans. En vrai, à 3, j'avais bien aimé. À l'OM, c'était quelconque. C'est ouf, hein. Ah ouais, j'ai oublié l'étape Lutown. Ah, ça, en fait, il a cassé le truc avec Benfica pour partir au Werder. Il a enchaîné 2 prêts la saison passée. Pourquoi pas Kudzanov ? C'est très ambitieux. Mais on sait que Kudzanov, il y a un truc bizarre au niveau du temps de jeu, non ? Pep, il est bizarre au niveau du temps de jeu. Ouais, il est rentré contre Wolverhampton, mais j'imagine pas lui partir. T'as Josh Wissonel-Brand qui est revenu de Stoke qui est blessé. Rico Willis, j'imagine pas. T'as Calvin Phillips qui est blessé. T'as Nico Aurélie, mais bon, est-ce que tu peux le faire venir ? Et Oscar Bob qui était titulaire. Ça... Je sais pas pourquoi, les gars, mais j'ai l'impression que le fameux accord, quelqu'un l'a dit, Textor, c'est un truc à l'oral, et il a oublié de signer un truc à l'écrit, et City depuis a dit non mais arrêtez de nous embêter, faut nous laisser tranquille, hein. Sinon on prévient la police, messieurs, dames. C'est dommage, parce qu'encore une fois, sur le papier, t'avais beaucoup de jeunes à aller chercher à City juste pour une année pour la profondeur de banc, et tu vas peut-être te faire douiller. Donc ouais. Après oui, c'est vrai que si ce prêt est repoussé à l'hiver et à l'été prochain, pourquoi pas, mais bon, il y a un besoin là pour étoffer le banc. Je trouve que ça aurait été peut-être mieux vu de le faire là, quoi. Donc en tout cas, Etcheverry qui arrive à Leverkusen qui va aussi faire bader. Donc pas mal du tout le mercato de Leverkusen sous Ten Hag. On suivra ça de près. Quelqu'un l'a dit, avec ton maillot de la Roma, comment tu fais pour ne pas parler de Leon Bailey ? Et oui, l'international jamaïcain, 28 ans, déjà 28 ans, Leon Bailey, qui arrive à la Roma. Option d'achat quasi obligatoire, enfin option d'achat obligatoire tout court, 23 millions d'euros. On sait que la Roma cherche 2 ailiers pour jouer avec le système de Gasperini. Ouais, c'est vrai qu'il y a Ben Seguir aussi à Leverkusen. C'est vrai que Leverkusen, là, ils sont en train de passer un coup d'accélérateur. Badé, Ben Seguir et Etcheverry. Il y a des joueurs qui sont encore là avec Grimaldo, tout ça. L'équipe à la fin, elle va quand même avoir une belle allure, hein. J'ai hâte de voir si ça peut bien concurrencer le Bayern et faire un parcours en Europa. Qui met encore 23 millions sur Bailey. Après, c'est bien, les clubs italiens, on n'arrête pas de dire qu'ils n'ont pas d'argent. Bon, ils ont souvent l'argent pour faire les prêts avec option d'achat obligatoire. Mais du coup, Bailey, j'ai envie de voir. C'est peut-être pas le joueur qui m'emballe le plus pour la Roma, mais si Gasperini le veut, si pour son système il a besoin d'un ailier, bon, pourquoi pas. En vrai, j'ai envie de lui laisser sa chance parce que j'ai quand même un bon feeling sur la Roma cette saison. Donc, je me dis que c'est pas trop mal. Salut Rodolphe, j'espère que tu vas bien. Tu penses quoi de Mamadou Sangaré à Lens ? Tu viens d'arriver 5-10 minutes en retard. Je viens d'en parler il y a quelques instants. Donc, comme toujours, pour ceux qui arrivent sur le live, je mets systématiquement l'émission en replay. Je parle de ça à chaque fois, même en podcast. Donc, dès que ce sera terminé, hop, replay. Et pour aller là-dessus, n'oubliez pas le petit pouce, le petit commentaire et l'abonnement, bien sûr, qui fait grandement plaisir. Monaco annonce que Zakaria, ne partira pas. On va voir ça
juste après. Queiroz quitte Dunkerque. Un an après son arrivée, le défenseur portugais Diego Queiroz rejoint le club d'Al Jabalin, deuxième division saoudienne. Queiroz avait contribué au beau parcours de l'USLD en Coupe de France en disputant 5 rencontres dans la compète et il avait disputé les 2 premiers matchs de Ligue 2. L'espoir algérien Belgali à Vérone. Rafik Belgali quitte la Belgique où il a été formé pour rejoindre l'Italie, direction le l'AS Vérone pour le latéral algérien avec un contrat de 4 saisons. Ok, un joueur qu'on va découvrir en Serie A, je connais pas du tout. Il évolue à Malines depuis 2 ans, disputé 50 matchs, toutes compétitions confondues, 3 buts, 3 passes D. Un temps pressenti Arsenal, aisé, proche de Tottenham. On l'a évoqué la semaine dernière avec le fameux Savigno. Finalement, Savigno va rester à City, mais Tottenham avait besoin d'un renfort. Eze devrait rester à Londres, mais pas rejoindre Arsenal dont il était assis en début de mercato, comme le rapporte The Guardian. Le milieu offensif de 27 ans se rapproche de Tottenham. Les Spurs espéraient attirer l'international anglais pour environ 64 millions d'euros hors bonus, titulaire face à Chelsea. D'ailleurs, il a mis ce coup franc qui a été refusé parce que y a le joueur, je crois que c'est Marguilly qui a fait de la place, qui s'est trop rapproché du mur. Eze a disputé 169 matchs, 48 depuis son arrivée à Crystal Palace. Les Eagles lui chercheraient un remplaçant avant de le céder. Bilal Khanous qui est du côté de Leicester et Christos Tsolis. Écoutez, Eze, je suis très très hype de le voir à Tottenham. Franchement, en plus de Kudus, j'aurais adoré évidemment que Morgan Gibbs-White, il y a eu le Here We Go de Fabrizio, qui rejoigne les Spurs. Mais Eze, qui est un très très bon joueur de PL, qui mérite de pouvoir disputer avec des champions. J'ai envie de voir ce gars-là en LDC. Et puis dans ce Tottenham New Look de Thomas Frank, pour moi c'est évidemment titulaire indiscutable. Il y avait besoin en plus d'avoir un milieu offensif supplémentaire parce que Maddison, vous savez, il y a une grosse blessure. Kulusevski aussi va revenir, mais comme tu as une grosse alternance, je te dis que Eze, Kudus, cette ligne d'attaque qui peut être complétée par Brennan Johnson, t'as Richarlison qui a mis un doublé, t'auras Solanke aussi devant, et derrière t'as du Paligna, t'as du Pape Matarsar, t'as du Bissouma, t'as du Betancourt, en plus de ce qui est pour moi, quand ils sont à 100%, une superbe défense centrale, Van de Ven, Romero. Tu rajoutes du Pedro Porro, du Spence, du Dodje, alors contre le PSG, à la fin, ils sont fait avoir comme des bleus, alors que leur première heure était très intéressante, et ils ont fait une Tottenham, j'ai pas d'autres mots, mais par contre, là, l'arrivée d'Eze, ça montre vraiment que c'est un club qui peut aller chercher le top 4. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et bien sûr, comme le dit Gabi, parmi les autres joueurs offensifs, j'ai oublié Audebert et tel, quoi. Donc, franchement, c'est une équipe qui peut avoir de l'allure. Après, est-ce qu'on va dire que Tottenham, c'est comme la Roma, c'est comme comment ça s'appelle, Dortmund. Dès que tu as des hypes sur tes équipes comme ça, elles te déçoivent. Sur le papier, je suis je suis obligé de le dire, ce Tottenham version Thomas Frank. Après, c'est le coach que je voulais dans le mercato idéal sur hors-jeu, parce que c'est quelqu'un de calme, réfléchi, qui va mettre en place un truc structuré que Tottenham avait bien besoin, même si j'aimais la folie d'Ange Postecoglou, mais cette folie n'était pas des fois adaptée à un contexte où Tottenham avait trop de blessures, où il y avait peut-être besoin de revenir aux fondamentaux. Thomas Frank, c'est un mec un peu plus calibré, je le trouve très très bien. Franchement, j'adore. Ouais, Van de Ven, l'un des défenseurs les plus sous-cotés. Van de Ven, il est impressionnant physiquement, c'est très très fort. Peut-être l'année Tottenham. De toute façon, à chaque fois qu'on a une app sur Tottenham, on finit par être... Mais tu sens que sur le mercato, il y avait des besoins. Kudus, Paligna, Eze. Franchement, c'est pas... Ouais, dommage pour Maddison. Maddison, c'est un joueur qu'on adore. J'ai un maillot floqué Maddison, pour vous le prouver. Et malheureusement, comme beaucoup de joueurs qu'on adore, c'est des gars fragiles. Et qui dit fragile, dit beaucoup de blessures. Et voilà, ça risque de terminer par un sentiment d'inachevé pour lui, quoi. Mais franchement, pas mal ce qu'est en train de faire Tottenham. J'aime beaucoup les intentions. Et maintenant, il y a plus qu'à. C'est quoi les prochains matchs de Tottenham juste en PL pour voir un petit peu C'est une dinguerie. Franchement, Manchester City, Tottenham, boum, samedi 23, ce samedi à 13h30. Le premier match, comme ça, de la journée, un petit City Tottenham. Ça va être dingue. Franchement, on va se poser devant, ça va être fort. Ça va être très fort. Et on a Tottenham Bournemouth avant la trêve. Et là, tu vas rajouter à ce gros calendrier de LDC le North London Derby, le premier. Ça
Ça tombe le 22 novembre, match aller à l'Emirates, et le match retour 21 février. Ok. Bon, bah ça va être pas mal. Et c'est vrai que Tottenham, bête noire de City, comme le dit Houdini, c'est vrai que souvent c'est une équipe qui a posé des soucis au Guardiola, au City de Guardiola, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat. C'est une équipe qui arrive à leur jouer des tours, quoi, notamment en transition, quoi. Il y a déjà une trêve. Il y en a qui sont pas au courant que là, dans moins de 10 jours, il y a Dédé qui va se pointer à 14h, boulevard de Grenelle, avec sa liste pour annoncer Lucas Digne, Pavard, Olysée, Colomboigny et plein de joueurs pour repartir. Et les gars, j'ai eu le débat, on a eu le débat, et d'ailleurs j'ai eu pas mal de commentaires sur YouTube de gens qui étaient d'accord, peut-être certains qui voulaient trouver une autre formule. Trêve, septembre, octobre, novembre, boum, comme ça. Dès que la saison arrive, t'as toujours les trêves internationales. Après, j'aime bien le football sélection, mais dans une logique de réforme, j'ai quand même envie qu'on se pose autour d'une table. J'ai envie qu'on se pose autour d'une table, comme si, tu sais, je m'incluais dedans, comme si j'étais un Wenger, un Infantino, un Seferin. Non, je vais pas me poser autour de la table. Je resterai à l'extérieur du building, bien sûr, mais trouver une solution pour, harmoniser un petit peu mieux ce calendrier, quoi. Je pense qu'on peut réussir à trouver un compromis. Exactement, je think que je suis dans la team, ouais. C'est tout à fait ça, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Sinayoko finalement présent à l'entraînement. Alors qu'il s'interrogeait sur l'attitude à venir pour manifester son envie de départ à Nice, Lassine Sinayoko a bien pris part à l'entraînement de l'AJA. Le Malien est apparu détendu. Alors c'est vrai que Auxerre pourrait perdre, et a déjà perdu, Perrin, Traoré sur sa ligne d'attaque et Joubal. Sinayoko qui a marqué un top but lors de la première journée. Perdre tes 3 offensifs, c'est beaucoup, ce serait beaucoup. Une présence tout sauf assurée lundi soir pour un joueur justement courtisé par les Aiglons, l'OGC Nice, qui ont pour l'instant formulé 2 offres. La dernière à hauteur de 6 millions d'euros, refusée par la GIA. Une porte très clairement fermée qui a pu agacer dans le camp d'un joueur arrivé dans Lyon à 18 ans et prêt à relever un nouveau défi. Fin de contrat dans moins d'1 an. Donc ça, c'est une donnée à prendre en compte. Le recrutement de l'attaquant espagnol Kevin Carlos Omoruyi par Nice lundi ne referme pas pour autant ce dossier. Donc on va voir, mais c'est un dossier qui peut s'étirer. Ça va dépendre du salaire, mais je suis Sinayoko, je reste tellement au Auxerre. Après, Nice, je connais pas le salaire de Sinayoko à Auxerre, mais je pense que on est sur 75 000 euros selon Foot Mercato. Nice peut te le doubler. Nice peut-être pas le tripler parce qu'on serait à 200 000. Mais Nice peut faire une proposition salariale et pour le joueur, ce sera une donnée à prendre en compte. Même si tu regardes les buts de saison, tu dis bon, Nice, ça va être un petit peu le bazar. Auxerre, je suis une vedette, une des stars de l'équipe. Je suis un joueur hyper apprécié. J'ai cette continuité, mais à 25 ans, si tu peux doubler ton salaire et passer à 150K, voire plus, avec une prime à la signature, c'est dans le camp du joueur. Donc, on verra. Et du coup, oui, c'est vrai que Nice a recruté un nouvel attaquant. Il fallait, en quête d'un nouveau joueur, l'OGC Nice a bouclé le recrutement de l'avant-centre espagnol Kevin Carlos Omoruyi. 1m86, 6 millions d'euros. 40 matchs et 15 buts avec le FC Bâle, lui qui était passé par Yverdon Sport. Il a disputé cette saison 4 matchs pour l'instant. Il a marqué un but contre les Young Boys. Il est en concurrence avec Terem Moffi. Bon, le Terem Moffi qu'on voit sur ce début de saison, je pense qu'il n'y a pas trop de concurrence, mais voilà, il faut qu'il se remette en jambes. Donc peut-être un renfort offensif, mais c'est vrai que Sinayoko, Carlos, Bouadani, j'ai l'impression qu'il va prendre beaucoup d'ampleur. Faut voir Boga, faut voir Moffi, Shaw qui va revenir de blessure. Je pense que Nice sera compétitif pour ce que je vous ai dit, ce fameux wagon 4-10, mais avec tout ce qui s'est passé et l'abandon un petit peu d'Ineos, attention, ça peut aussi aller mal, quoi. Je suis un suiveur du football suisse et Kevin Carlos c'est un bon buteur, mais à 25 ans il n'a jamais brisé ce plafond de verre, mais je pense qu'il va faire une Dalen Doy. Ah bah s'il fait une Dalen Doy qui arrive à Nottingham pour 35 millions d'euros, bah ça peut être le jackpot pour ça. Et à ce qui paraît, il fait 90 kilos. Est-ce que Nice a recruté un déménageur de... Ouf, ah ouais. Ah, ça se... Il y a très clairement un côté Hulk, le Brésilien.
On pourrait dire aussi le Hulk Marvel, mais il y a très clairement un Hulk. Pour ceux qui écoutent en podcast, on est sur un mec qui a des bras où, voilà, si tu joues des coudes avec lui sur corner, bah, il va te mettre un coup de coude et tu vas voler jusqu'au panneau publicitaire, quoi. Ah ouais, franchement, il a l'air stock. Mais si t'as besoin d'un mec comme ça qui te déménage la défense et qui fait justement de la place à un Buonanni, à un Shaw ou des projections d'un Sanson, tout ça, je peux comprendre l'idée, quoi. Mais ouais, mais du coup, il a remporté le titre du FC Ball avec Shaqiri. Donc, franchement, même le dos, là, je suis pas expert en musculation, je ne suis pas Thibaut InShape, mais c'est un gabarit impressionnant. Disons que moi, j'ai pas envie de l'avoir au marquage, hein. Force aux défenseurs centraux de Ligue 1, parce que là, ça va être quelque chose, hein. Franchement, c'est waouh. Ouais, c'est vrai qu'il y a du Hakim Awenfea, il y a du Mbolo, il y a du Adama Traoré. C'est vrai qu'on retrouve de ça chez lui, mais quand même 15 buts en 40 matchs à 2 reprises, il n'y a pas qu'un physique. C'est pas qu'un physique, c'est aussi des buts. Donc on va voir comment il s'adapte en Ligue 1, le bougre, quoi. Allez, on va reprendre peut-être les dernières infos. Bah voilà, hop. On parlait de Nipan. Lookman finalement de retour. C'est vrai que le dossier Lookman a pris un petit peu peut-être du plomb dans l'aile, désireux de rejoindre l'Inter. Lookman est finalement rentré à Bergame après l'échec de son transfert. Selon la Gazzetta, le Nigérian parti au clash avec son club s'expose à plusieurs sanctions. Il s'agit... c'est dur pour lui. Enfin, c'est dur pour lui. Il est parti au clash, donc non, voilà et tout. Mais j'étais persuadé qu'il allait finir par rejoindre l'Inter. Donc finalement, ça s'est pas fait. Les Milanais avaient proposé 45 millions d'euros. Ouais, 27 ans. Donc l'Atalanta n'a pas cédé. Sous contrat avec l'Atalanta pour encore 2 ans, le joueur africain de l'année 2024 risque plusieurs sanctions, telles qu'une amende ou retenue sur son salaire. L'ancien joueur d'Everton et Leicester avait manqué la reprise d'entraînement début août. Il s'était également plaint sur X de mois de promesses non tenues et de traitement injuste, déplorant le refus d'une offre de transfert qui est considérée comme conforme avec les attentes des dirigeants de la DA. Le président de l'Atalanta s'était défendu de vouloir bloquer son joueur que le PSG avait déjà tenté d'attirer l'été dernier. Voilà, Lookman devrait reprendre l'entraînement individuel avant de potentiellement intégrer l'effectif bergamesque dépouillé un peu plus tôt dans son deuxième attaquant phare, Matteo Retegui, parti en Arabie Saoudite à Al-Qadsia. Donc on va voir, quoi. Mais ouais, l'Inter a l'air de galérer sur le mercato. L'Inter a pris des petits refus. Ils ont attiré des joueurs, et c'est bien, avec Boni, avec Susic, tout ça. Mais ils en ont un. Ouais, Luis Enrique, 25 millions. C'est vrai que ils ont aussi pu dépenser. Mais Lookman, ouais, j'étais convaincu que ça allait le faire, quoi. Donc, bon, on suivra ça de... Après, ouais, Scamacca qui revient. Exactement, Scamacca qui revient. Je l'ai vu faire des matchs de pré-saison. Donc, on va voir ça un petit peu. Mais ouais, le mercato de l'Inter, tu sens qu'il même il cherchait un nouveau central parce que ça parlait de Solé, Omar Solé. Hop. Alors là, on m'a envoyé, merci à Arkin qui m'a envoyé un tweet de Mohamed Toubachter sur le cas Le Paul. Rennes n'a pas Esteban Le Paul, les discussions vont se poursuivre, elles sont constructives. Angers reste inflexible sur le tarif, milieu de semaine voire fin de semaine. Ça devrait se décanter, la balle est du côté du propriétaire rennais. Angers, si perd de Le Paul, compte taper fort et regarde avec attention le marché. Bon, on va voir. On va voir ça. Mais on va y venir juste après sur le cas Le Paul et le cas du numéro 9 à Rennes. On le disait, Nipan qui va prendre du coup de l'expérience du temps de jeu à Middlesbrough. Bon, c'est vrai que j'aurais bien voulu le voir en Ligue 1 parce que c'est un petit crack à Rosenborg. Certains ont évoqué Football Manager, mais c'est sûr que le voir en Ligue des Talents, ça aurait été pas mal du tout. Strasbourg multiplie les offres pour Atangana. Alors autant il y a certaines recrues, tout ça, on se dit bon, on a envie de découvrir parce qu'on n'a pas non plus toutes les informations. Autant à Tangana, petite valeur sûre en Ligue 1, et je me dis que à Strasbourg, ce serait pas... Tu vois, par exemple, même si comment il s'appelle, Zakaria reste à Monaco, Atangana à Monaco avec l'enchaînement des matchs Ligue 1, Ligue des Champions, je le prends tous les jours à Monaco pour la doublure. Après, je sais qu'ils veulent donner aussi du temps de jeu à des jeunes du centre, mais à Tangana, j'aurais aussi été hyper chaud de le voir à Monaco.
Depuis quelques jours, Strasbourg tente de conclure un accord avec Reims pour ce transfert, 19 ans sous contrat jusqu'en 2027. Le club alsacien a fait 3 offres à son homologue de Ligue 2, 3 propositions refusées. Dans le même temps, la Roma et le club saoudien d'Al Ahly ont pris des renseignements et entamé les premières discussions pour réussir à faire signer l'international espoir français de sélection. Et donc après, tu as du beau monde. Tu as du beau monde pour lui, quoi. Donc on va voir si ça peut le faire. Dorgelès Néné, un nouveau renfort pour le Fener de Mourinho. Comme annoncé vendredi, Dorgelès Néné, qui sort d'une saison aboutie avec Salzbourg, 49 matchs, 15 buts et 9 passes D, a trouvé un accord avec le club turc de Fenerbahçe, contrat de 5 ans. Un transfert estimé à 20 millions d'euros quand même. Ailier gauche de 22 ans, il est déjà sur place, c'est pas sa visite médicale, donc on verra. D'ailleurs, j'ai vu des personnes m'envoyer des messages, quelqu'un m'a dit c'est quoi le match Bruges, tout ça. Hop, on a quand même de la Ligue des Champions ce soir. On a quand même des tours préliminaires de Ligue des Champions. Pour les fous furieux que vous êtes, ce soir, Étoile Rouge Paphos, le fameux Paphos de David Luiz qui a sorti le Maccabi et le Dynamo Kiev, qui n'est pas une équipe à prendre à la légère, qui va affronter le club de Belgrade où on retrouve Arnautovic. Glasgow Rangers Bruges, belle affiche en vrai. 2 équipes qui ont envie de retrouver la LDC, ça va être pas mal. Ferencváros Karabag. Ça, pareil, ça sent bien l'Europe de l'Est, voire de très très loin dans l'Est. Le Celtic Kerat Almaty, donc pareil, le Celtic, qu'on voit souvent à LDC, mais le Kerat Almaty, équipe kazakh, serait une curiosité. Et ensuite, Bâle contre Copenhague, pas mal aussi, franchement intéressant. Bodo Glimt Sturm Graz, Bodo Glimt, une équipe qu'on voit beaucoup en Europa et conférence, mais qui n'a pas encore fait de LDC. Donc on sait que c'est l'étape finale pour eux d'aller enfin faire une phase de groupe. Et surtout demain, j'avoue, le Fenerbahçe Benfica, bon, il m'en faut peu pour être hype. Mais ce match-là, ouais, là j'avoue que j'ai très envie de le voir. Franchement, ça peut être pas mal. Demain 21h, match retour au Portugal. Vraiment, quand on voit... Nice n'était pas à l'auteur, mais Benfica a un très bel effectif. Quand on voit que le Fener a retourné Feyenoord avec quand même pas mal de joueurs qu'on connaît, Enesiri, Duran, Amrabat Fred, un double pivot qui rappelle Manchester United, du Skriniar, du Mouldour, du Nelson Semedo, du Talisca. Franchement, ça peut être une très belle affiche. Et c'est sur Canal, très bonne nouvelle. Et on rappelle aussi qu'on aura, du coup on parlait de Strasbourg à Tangana, on aura également... le match de Strasbourg contre Brøndby qui va arriver ce jeudi. Attention à Brøndby, attention au Brøndby de Daniel Vass, mais ça fait plaisir aussi de voir des équipes françaises comme ça en Conference League. Et pour que je puisse vous vendre la Pipion League, il faut que j'ai des équipes françaises. L'an dernier, j'ai pas eu Lens et j'étais frustré. Alors que la saison de Pipion League, bon, hormis Chelsea qui a roulé sur absolument tout le monde, entre le derby chypriote en barrage, entre le FC Noah, club arménien, qui avait fait quand même un parcours assez ouf d'arriver en phase finale, Djurgården, demi-finaliste, t'avais du Legia Varsovie, du Rapid Vienne. Regardez, par exemple, des joueurs comme Sangaré qui arrivent du Rapid Vienne, on voit des joueurs qui débarquent de ces équipes-là. C'est sur RMC Story. Très bien, si c'est en clair, c'est une très bonne nouvelle, mais... pour que je puisse vivre cette aventure avec vous, il faut que vous me la rendiez, cette confiance. Ne faites pas les cons, surtout qu'il y a ce barrage retour au Danemark, dont je me méfie grandement. Tu as oublié le beau parcours du Jagiona Bialystok. Bien sûr, avec son meilleur buteur, le meilleur buteur de la Pipion League l'an dernier, l'incroyable Afimiko Pouloulou, bien sûr. C'est émotions, ça. Donc on va voir, mais Strasbourg, pas de bêtises. C'est le moment de confirmer. Oumar Sissoko, prêté au Paris FC, l'attaquant français 19 ans, est prêté au Pau FC sans option d'achat. De nouveau, qui retourne en Ligue 2 après avoir disputé 13 matchs. Donc renfort pour les Palois. L'international camerounais Tchatchoua, à Wolverhampton. Jackson Tchatchoua, 23 ans, qui s'engage avec les Wolves. 10 sélections, transféré pour un peu moins de 12 millions d'euros, débarqué au AS Vérone en 2023. Le latéral formé à Charleroi a disputé 36 matchs de Serie A la saison dernière, 2 buts et 3 passes D. Il sera chargé de pallier le départ de l'ex-capitaine des Wolves, Nelson Semedo. En vrai, beau transfert pour lui, c'est bien de découvrir la PL. Un jeune défenseur de City vers Wrexham. Wrexham pour attirer Callum Doyle dans les prochaines heures sur Sky Sports. Je pensais que ce serait un prêt. Et Wrexham, on rappelle, c'est le fameux club où il y a cette série qui est assez dingue sur Disney+, où il y a Ryan Reynolds qui est actionnaire et qui a fait 3 montées successives. 5e, 4e, 3e, 2e division. Donc c'est plutôt un gros projet. Et là, ils peuvent mettre 9 millions sur un espoir de City. Donc
Il y a du beau monde. Lui qui a aussi été prêté à Leicester puis à Norwich lors des 2 dernières saisons. Al-Ahly insiste pour Locatelli. La Juventus va-t-elle céder son milieu de terrain? Le club turinois a refusé une première offre de 20 millions d'euros pour son milieu de terrain, mais les Saoudiens seraient prêts à faire grossir. En vrai, Locatelli, pour moi, c'est un joueur qui a été fabuleux à l'Euro 2021, mais il n'y a jamais eu ce truc supplémentaire en club. S'il y a une belle offre, moi je vends. Franchement, Locatelli, c'est cata depuis un moment. Je laisse partir. Je laisse partir, ça, je suis pleinement d'accord. Damien Da Silva quitte clairement pour l'Australie. Et beau transfert. Lui qui avait déjà joué là-bas à Melbourne entre 2023 et 2024. Il va jouer à MacArthur FC, passé par Caen, Rennes ou encore l'OL. Bah voilà, qu'il aille vivre sa meilleure vie de footeux à la retraite. Ça, on aime bien. Et ensuite, comme on l'a dit, Dominique Grif qui signe à l'OL, ça s'était annoncé, le gardien slovaque en provenance de Majorque qui arrive pour 4 ans. Accord Séville-Leverkusen, 30 millions d'euros. Un joueur qui a toujours été très bon à Séville, qui va aller à Leverkusen. Et en vrai, bonne nouvelle, parce qu'à Séville, malheureusement, c'est un club qui a tellement chuté dans la hiérarchie espagnole et européenne. Pour avoir peut-être sa place en équipe de France au mondial, à Leverkusen, où tu vois qu'il y a des moyens, où ça recrute, où ça reforme une belle équipe pour Ten Hag, c'est le bon choix. Mais Badé était aussi annoncé, de mémoire, il y a eu des clubs de PL. Il y a eu aussi un intérêt du côté... je crois que son nom est apparu à l'OM. Mais Leverkusen, très bien pour lui. Franchement, c'est top. Et c'est un joueur qui a beaucoup progressé depuis franchement, à Séville, c'est devenu un très bon joueur de Liga, quand bien même Séville avait chuté, quoi. Donc franchement, je suis content pour lui. Et surtout, tu vois, derrière Konaté, Upamecano, Saliba, il y a une place un petit peu de cette 4ème centrale à prendre. Même si, deux gauchers, deux droitiers, tout ça, le truc à respecter. Mais Badé, pour moi... il avait fait un bon match en plus contre l'Allemagne en Ligue des Nations. Donc je pense que c'est peut-être un transfert, s'il ne fait pas de bêtises, qui peut lui assurer sa place au mondial. Ouais, Séville aussi était d'accord avec Bornou. C'est vrai qu'on a vu ce cas qui était annoncé. On a encore 2 trucs à voir, 2 beaux dossiers avec déjà cette annonce. Monaco annonce que Zakaria ne partira pas cet été. On a eu un truc un petit peu tout azimut en moins de 48 heures. Zakaria qui part, on est d'accord avec Al-Ahly, transfert à 45 millions d'euros, une offre irrefusable au niveau du salaire, et puis finalement on rétropédale parce que peut-être qu'à Monaco, quand on a vu que c'était annoncé, ça pouvait commencer à chauffer, parce que le message envoyé au vestiaire, à la concurrence, le départ de Zakaria, pour moi, je l'ai dit dans le débrief Ligue 1, ça aurait vraiment signifié une grosse perte pour Monaco et un vrai symbole, tellement ce joueur je le trouve très bon en Ligue 1, et il y a un Monaco avec et sans lui. Des fois on dit ça pour certaines équipes, mais là pour le coup je suis persuadé que si on fait le pourcentage de victoires depuis pas mal de temps, il y a vraiment, depuis que Zakaria est arrivé, je pense qu'il y a une petite différence, quoi. C'est Zakaria qui a refusé de partir, il me semble, pas Monaco. Écoutez, on va voir ça. Monaco a fait savoir qu'il n'y aura pas de départ de Zakaria en ce mois d'août. Le capitaine monégasque était un temps annoncé à Al-Ahly. Le dossier était en stand-by depuis ce lundi soir. Monaco l'a refermé ce mardi. Il n'y aura pas de départ d'ici la fin de mercato de son capitaine, allant sur le club de la Principauté pour clarifier la situation. L'ASM confirme que le milieu de 28 ans a pu récemment faire l'objet d'un intérêt d'un club saoudien. Depuis l'annonce par certains médias d'un accord au sujet du Suisse dimanche soir, les informations se sont enchaînées au fil des heures. Des divergences au sein de la direction du club saoudien et des difficultés réglementaires étaient récemment apparues, compliquant le dossier. Ah oui, de ce que j'avais cru comprendre, tu peux pas non plus signer trop de joueurs étrangers en Arabie Saoudite pour l'instant, et du coup, il fallait peut-être faire partir Franck Kessié de mémoire, donc peut-être que le timing était trop juste. Al-Ahly n'a formulé aucune offre écrite, mais était prêt à payer une indemnité d'environ 45 millions d'euros. Zakaria, de son côté, aurait pu toucher entre 7 et 9 millions d'euros annuels sur un contrat de 3 saisons. Il est engagé jusqu'en 2028 avec l'ASM. Le club des supporters Monaco, principal groupe de fans sur le Rocher, s'est aussi fendu d'un communiqué lundi pour protester contre un possible départ qui remettrait en cause le projet sportif du club. En vrai, moi, je suis très content, encore une fois, pour le club, pour le joueur, pour les supporters. Je trouve qu'il y a vraiment ça aurait été dur, quoi, de digérer ça et de te retourner. T'aurais pris un mec, mais tu peux le remplacer sportivement, mais par rapport à ce qu'il incarne sur le terrain, en tant que leader, dans le vestiaire, tout ça. Et puis même, regardez l'action sur le 3e but contre le Havre.
le monstre que c'est, le dépassement qu'il fait sur le défenseur avré pour servir Akius dans un fauteuil. Enfin, c'est un joueur d'une dimension supérieure dont Monaco a besoin, dont la Ligue 1 a besoin. Si on veut un championnat au minimum compétitif, il faut que Monaco ait des joueurs, garde ces joueurs comme ça. Il faut que Marseille garde aussi des joueurs de cette dimension-là, que l'OL, que tout ce que tu veux. Mais ouais, franchement, c'est sûr, c'est que ça s'est enchaîné à vitesse grand V. Je me demande à quel point l'impact des réactions a pu jouer dans cette décision. Parce que c'est vrai qu'il y a une vraie levée de bouclier quand on a vu l'information sortir dimanche soir. Tout le monde s'est dit, mais connerie monumentale s'il part, tu ne peux pas le remplacer. C'est un message que tu envoies qui est pas le bon. Ouais, c'est pas évident. J'aurais été déçu de ne pas voir Pogba plus Zakaria. Il faut que Pogba, encore une fois, il puisse revenir. Hein. Normalement, ce serait en octobre, peut-être fin octobre, qu'on le reverrait sur le terrain. Moi, je vous le dis, dans cette Ligue 1, bon, on a vu au début du live que Marseille, c'était le bazar, tout ça, mais dans cette Ligue 1, même s'il y a la Ligue des Champions à digérer, Monaco, c'est top 3, il n'y a pas de souci, quoi. Tout ça parce que Monaco n'a toujours pas réussi à faire des ventes. C'est ce que je vous disais au début. Même un club comme Monaco, qui n'a pas non plus une latitude financière extrême comme on pourrait le supposer avec un actionnaire, tout ça, mais Monaco est aussi obligé de se serrer la ceinture. Tu as Ben Seguir qui n'est pas encore parti du côté de Leverkusen, tu as Akliouche qui est courtisé, mais il n'y a pas encore ce deal-là. Tu as d'autres joueurs qui auraient pu partir, qui sont toujours là, Vanderson, Caio Henrique, pourquoi pas Singo. Du coup, même Mbolo, on l'annonce soit à la Roma, soit au Milan. Donc ouais, peut-être que cette offre de Zakaria, elle a été motivée parce que tu es à 2 semaines du mercato, que tu n'as pas assez vendu, et tu te dis, désolé pour le message sportif envoyé, mais on est obligé de faire ce sacrifice-là. Et peut-être qu'en voyant à quel point, et je pense qu'on était tous unanimes, qu'on soit monégasque ou neutre, tous on s'est dit, c'est pas possible, il faut pas qu'ils vendent Zakaria. Et au final, ils ont fait machine arrière. Alors est-ce que c'est le joueur, est-ce que c'est le club, tout ça? Mais quoi qu'il arrive, là, il va rester. Et je trouve que ça va apporter un peu plus d'apaisement, de sérénité. C'est vrai que Salissou aussi, il pourrait partir. Monaco, fait voir juste le programme des prochains matchs. Tu as ce choc du dimanche soir contre le LOSC. Et ensuite, tu as la réception Strasbourg. C'est costaud parce que c'est 2 équipes européennes. Tu as Strasbourg qui sortira du barrage retour contre Brøndby. Mais c'est pas mal comme petit programme pour la SM. En tout cas, on va voir, mais ça fait plaisir de pouvoir garder Zakaria et qui sera bien présent du côté de Pierre Monroy, parce qu'un Zakaria chaque dimanche soir pour les débriefs, évidemment, on a envie de le valoriser, ce petit gars. Il y a eu des supporters qui ont même été interviewés sur BFM Côte d'Azur pour contester le départ de Zakaria. Ah ouais, ça allait loin. Ils ont raison. En vrai, je peux comprendre à quel point ça fait mal, parce que je pense qu'on est tous lucides là-dessus, qu'on regarde tous les supporters de Monaco parce qu'on est supporters ou qu'on suit la Ligue 1, on regarde 80-90% des matchs de la SM, on est tous... c'est une évidence, il faut garder ce joueur. Et c'est très bien que ça se termine ainsi. Du coup, dernier cas à évoquer, le numéro 9 du Stade Rennais. Alors, déjà, j'ai vu, c'est vrai, cette information qui est sortie. Rennes a songé à Martin Terrier. Alors... en quête de nouveaux arguments offensifs, Rennes a un temps pensé à un retour en prêt de Martin Terrier, mais l'intérêt n'est pas allé plus loin qu'une prise d'information sur l'attaquant du Bayer Leverkusen. Ok, bon, c'est juste ça. En gros, il y a eu une prise de contact, mais on n'avait pas allé plus loin. Dommage, parce que Martin Terrier, Stade Rennais, c'est quand même c'est des bonnes vibes. Hein. On a un bon feeling. Du coup, je vais vous poser le petit sondage. Quel numéro 9 pour Rennes? En sachant que Terrier, je le considère comme un numéro 9, je vais pas dire hybride, mais de complément. On parle vraiment d'attaquants de pointe, type ceux que je vais vous citer. Donc pour l'instant, on a Esteban Le Paul d'Angers, Bran Brobé de l'Ajax et Harder du Sporting. Donc voilà, qui est le joueur qui vous plairait le plus, en sachant que certains ont leurs arguments. Le Paul connaît déjà le championnat et est sur une très bonne dynamique. Peut-être qu'il va coûter plus cher que d'autres. Konrad Harder, c'est peut-être celui qui a un des plus gros potentiels, vu que ça reste très très jeune. Et Brobé, c'est la carte du physique, comme Carlos qu'on a vu de Nice tout à l'heure. Brobé, c'est une vraie machine, mais techniquement, c'est un joueur qui a des petites lacunes. Et comme le dit Harkin, c'est vrai, Rennes souhaite faire un 9 polyvalent ou un 9. On peut imaginer du coup
que dans ce Stade Rennais-là. Alors bon, je vais reprendre évidemment mon petit schéma line-up builder avec le fameux système en, on va dire, allez, 3-4-3, voire 3-5-2, selon comment on le prend. Hop, le 3-5-2 qui est là. On aurait du coup Samba au cage. On a, hop, Rouault, Jacquet, Brassier. Hop, c'est pas le bon Jacquet. On a Frankowski à droite. On a Merlin à gauche. On a Camara. Enfin, Camara qui n'est pas encore sûr à 100% d'être titulaire. Hop, il est là, mon petit Jacquet. Lui, franchement, la saison qu'il va faire, enfin, on est parti pour en parler beaucoup. Les dimanches, en semaine, le matin, le midi, le soir. Je sens que là, ça va péter quand même très fort. Hop, on peut imaginer ça. Pour l'instant, je vais juste mettre les joueurs comme ça. Après, évidemment, il y aura les jeunes, il y aura voilà, la rotation. Mais juste pour deviner un petit peu l'idée que voudrait aborder ce Stade Rennais-là. Et là, bah, tu aurais du coup... hop, alors, je vais me servir juste de Louis Leroux parce que je sais qu'il n'a pas de carte. Donc, pour mettre le fameux recrue, hop, ce fameux 9 de complément. Là, on aurait le Paul, hop, qui arriverait en pointe. Et là, tu aurais du coup Meïté de Rennes. Tu aurais du coup bah, peut-être Blas. Il y a Altamari aussi. Altamari qui a fait un très bon match. Et là, pour le coup, c'est dommage, je trouve, de le perdre parce que je trouve que c'est un joueur qui t'apporte un truc un peu différent dans ton système. Hop, là, on a Djaoui Cissé. Hop, bon, bah, je le trouve pas. Je vais mettre un autre Cissé comme il apparaît pas. Là, on a Blas et on a Reader, hop, de l'autre côté. Franchement, pour une équipe qui joue pas de Coupe d'Europe, ça double bien les postes. Hein. Honnêtement, t'as pas mal de monde qui est présent. C'est fort. Hein. T'as de la profondeur. T'as de la profondeur du côté du Stade Rennais, quoi. Et là, tu aurais du coup Ait Boudlal, hop, qui s'est fait expulser assez tôt. Là, tu aurais Attebourg. Et là, tu aurais Naguida. Hop. C'est ça a bien avancé. Hein. 11 Rennes. Et je rappelle que ouais, t'as pas de Coupe d'Europe. Pourtant, t'as doublé pas mal de postes, quoi. Franchement, c'est ça a de l'allure. Et Seydou qui revient. C'est vrai qu'il y a Seydou qui revient. Difficile d'imaginer Blas toute la saison. Ouais, là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde où ça va se bousculer pour les postes. On serait pas sur la meilleure ligne défensive de Ligue 1 derrière le PSG. C'est une belle take. J'ai envie de voir l'intégration de Medina parce que CJ et Galrale, c'était très encourageant. Je trouve que d'ailleurs, la première à Monaco était pas mal et j'aime bien avec Mawissa, Henrik Vanderson. Mais ce qui est sûr, c'est que ça pour moi, évidemment, c'est un Rennes qui doit faire top 6. C'est clair et net. Surtout dans une Ligue 1 où tu as beaucoup d'équipes qui sont dépendantes d'un contexte économique difficile, les droits télé, vous connaissez le discours habituel. Là, tu vois qu'ils peuvent envoyer pas mal d'argent, qu'ils ont pu recruter. La masse salariale, bon, je pense qu'on est sur 5e masse salariale de Ligue 1, peut-être la 4e. J'imagine qu'il y a Paris, Marseille, Monaco et la 4e. Parce que Lille, du coup, qui a perdu pas mal de monde, je pense qu'ils étaient peut-être déjà au coude à coude. Je pense que très clairement, ils sont là, quoi. Donc ouais, franchement, ce Stade Rennais-là, il a vraiment très belle allure. Et je me dis que pour aller chercher cette équipe, ça va être très intéressant de voir le développement. Du coup, Esteban Le Paul devrait être le dénouement. Hop. Ces dernières heures, nous vous indiquons à ce titre, selon Foot Mercato, que Rennes s'intéressait à Konrad Harder, l'attaquant du Sporting, international danois depuis le 23 mars. L'avancement de 20 ans a inscrit 11 buts en 47 matchs, en sachant qu'il était remplaçant de Gyökeres, donc il n'avait pas un temps de jeu non plus à 100%. Arrivé au sein du club lisboète, il est estimé à 24 millions d'euros sur un Transfermarkt. Le Sporting a recruté Luis Suarez, l'ancien de l'OM et d'Almeria, pour justement être le nouveau Gyökeres. Donc Harder,
Peut-être qu'au niveau du temps de jeu, il peut y avoir une petite frustration. Dans cette optique et selon leurs informations, l'actuel 8ème de Ligue 1 suit également de très près Esteban Le Pol, fer de lance du SCO et buteur dans la première journée. Séduit par le profil de buteur de 25 ans, le bord drainé a ainsi dégagné une première offre de transfert à hauteur de 10 millions. Une proposition qui a été cependant recalée par la formation angevine qui en réclame plus du double. Pas de quoi freiner les ardeurs du club breton qui a prévu une nouvelle réunion avec Angers dans les prochains jours. Conrad Harder, Esteban Le Pol, une autre piste. Rennes va désormais devoir agir vite pour compenser les départs de l'été. Bon, bah, on va suivre assez vite ce dossier-là. Mais Esteban Le Pol, bon, c'est dur pour Angers, hein, bien sûr, parce que c'est très très gros départ. C'est pas simple à remplacer. Il y aura de l'argent, ils vont faire 1 ou 2 attaquants, mais dans la dynamique, ça, c'est chaud. C'est vraiment chaud, quoi. Frankowski n'aura pas fait le long feu en Turquie, tant mieux. Bah, ce qui est sûr, c'est qu'un Frankowski, Ligue 1, valeur sûre, ils ont bien recruté, mais ouais, franchement, le 11, Samba, Rouault, Jacquet, Brassier, Frankowski, Camara, Rongier, Fofana, Merlin, une recrue, potentiellement Le Pol, et t'as Tamari, Meite, Blas, Rieder, Cissé, Mireille Faye, Wu, tout ça en doublure. Franchement, tu m'annonces que le Stade Rennais est européen, je te crois, parce que là ils ont doublé tous les postes et ils sont prêts à faire des matchs le jeudi soir contre les équipes suédoises ou croates, quoi. Ah, breaking news, vous savez qu'on est dans un récap mercato, on est dans un live et ça ne nous empêche pas d'être réactif et de voir un petit peu si on a des informations qui tombent en direct. On m'annonce dans l'oreillette, là à l'instant, je ne voyais pas, mais hop, un communiqué de l'Olympique de Marseille, sans doute par rapport à tout ce qui se passe. Ok. L'Olympique de Marseille informe qu'Adrien Rabiot et Jonathan Roux ont été placés sur la liste des transferts par le club. Cette décision a été prise en raison d'un comportement inadmissible dans le vestiaire après le match contre le Stade Rennais. En accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club, la décision a été communiquée par le club aux 2 joueurs ce lundi. Bon, bah voilà. Au moins, le message est clair. C'est pas un truc à prendre avec des pincettes. C'est voilà. Au moins, c'est aller très très vite crescendo. Et encore une fois, on le rappelle, le fameux effet papillon. Mireille Faye qui oublie de mettre son réveil et la fin de l'aventure d'Adrien Rabiot. Donc, la fin de l'aventure de Rabiot à Marseille, encore une fois, c'est quelque chose. Franchement, je suis abasourdi. Enfin, on a eu le temps d'en parler en début de live, mais ça retombe maintenant. Waouh, c'est chaud. Pendant que Madara pense à Johan Odell pour nous détendre, pour nous relaxer, et ça, j'aime énormément. Johan Odell qui avait marqué un triplé lors d'une des premières journées de Ligue 1, qui a fait partie un petit peu de cette catégorie, tu sais, des joueurs hype du mois d'août qui après ne font plus rien. Isupra qui demande que penses-tu du mercato de la SSE cette année. Ce que je te propose, c'est que la SSE, on le fera tranquillement lors d'un prochain récap mercato, histoire de se poser, peut-être d'avoir un Stéphanois en vocal, histoire qu'il vienne m'expliquer un petit peu les pistes, les joueurs qui sont arrivés cet été. Je pense que ça peut être pas mal, parce que Saint-Étienne propose du très beau jeu en Ligue 2, Saint-Étienne encore bien recruté, donc à mon avis, c'est bien de se pencher là-dessus et de parler un petit peu de Saint-Étienne et de Ligue 2. Ça serait bien, quoi. Donc voilà, la fin de l'aventure pour Adrien Rabiot à Marseille. Nous y sommes. Autant Jonathan Roux, on avait deviné que ça allait se partir. Mais là, Rabiot, c'est quand même c'est quelque chose. C'est quelque chose. Du coup, dans les sondages juste pour le mercato rennais, on avait Le Pol et Harder en tête. Le Pol d'un cheveu. On verra comment ça va se dénouer, mais apparemment on a quand même un Esteban Le Pol qui se dirigerait vers Rennes avant la fin du mercato, donc après c'est bien pour lui parce que il va atterrir dans une équipe qui va pouvoir peut-être rejouer l'Europe, un truc très ambitieux et tout. Le salaire, il va se mettre très très bien, personne n'en doute, mais c'est vrai que ce Stade Rennais version Habib Beye, est-ce que ça rejoint tout ce que j'ai dit? Tottenham, la Roma, Dortmund. Dès qu'on se hype pour une équipe qui nous déçoit. Est-ce que ce Stade Rennais-là ferait pas partie de ces catégories? Je pense notamment au mercato d'il y a 2 ans, avec Ludovic Blas, avec Enzo Lefebvre, tout ça. Ou sur hors-jeu, je crois qu'on a été énormément à avoir mis Rennes 3e, 4e pour qu'ils finissent même pas européens. Donc voilà. Mais il y a la hype et tout, mais surtout, de manière réaliste, il y a une grosse place à prendre en Ligue 1. Quand tu vois des clubs qui peuvent moins recruter, des clubs qui sont obligés de vendre, Rennes, ils sont pas tenus par ces obligations-là. Ils peuvent envoyer sur le marché des transferts, sur les salaires. Maintenant, Beye n'a plus d'excuses, il va pouvoir prouver que tu es un bon coach. Écoute, moi, Habib Beye, pour ceux qui ont suivi le débrief, je trouve qu'il avait une approche intéressante. Il a, l'an dernier, gagné surtout contre des équipes à sa portée.
J'en attendais bien plus dans les gros matchs. Il l'a pas forcément fait. Mais là, c'est le moment de prouver. Il y a eu cette victoire contre l'OM qui doit être accompagnée d'autres succès. Il faut confirmer, il faut que ça soit stable. Il ne faut pas qu'on ait des montagnes russes comme d'habitude avec le Stade Rennais. Mais t'es obligé d'avoir un bon feeling. T'as plein de mecs qui connaissent la Ligue 1. T'as de la jeunesse avec le centre de formation qui tourne très bien. En vrai, alors le calendrier de Rennes, justement. Tu vas à Lorient, tu vas à Angers, tu reçois l'OL, retour de la trêve. Tu vas à Nantes, le derby, tu reçois Lens. En vrai, il y a moyen de faire un vrai bon début de saison. Ensuite, les matchs, peut-être, ouais, t'as Monaco, t'as le PSG qui tombe novembre-décembre, t'as Strasbourg, mais t'as pas mal de matchs à domicile. T'as pas mal d'adversaires à domicile que tu vas affronter. Adversaires directs pour l'Europe, on s'entend. L'OL, Lens, Nice, Strasbourg, Monaco. Donc il y a un monde où, voilà, vous m'avez compris, il y a un monde où normalement Rennes doit nous faire ce top 6. Ils nous le doivent. Et puis de toute façon, je pense que c'est l'ambition du club de retrouver l'Europe de cette saison. C'est vrai que parmi les équipes hype qui nous déçoivent, l'Atlético, on peut mettre une petite pièce là-dessus. La vidéo Dortmund, justement, vous savez, les abonnés maintenant peuvent choisir certains sujets de vidéo. Je termine de tourner tous les contenus mercato. Les contenus mercato, joueurs à suivre, transfert, tout ça. Et après, quand je serai posé, septembre-octobre, la vidéo sur Dortmund sera là. Je préfère faire un truc, tu sais, en faisant des recherches, un truc travaillé, qu'un truc pas que je bazarde, mais que j'expédie. Je pense que le sujet Dortmund, équipe qui déçoit, ça mérite d'être bien traité, d'avoir une vraie réflexion. On termine comme toujours avec les transferts. Les transferts qui se sont déroulés sur le marché des transferts, qu'on a pu peut-être un petit peu oublier ces derniers temps, avec également pas mal de mouvements qui se sont passés, j'imagine. Donc Den Donker qui arrive à Oviedo. Oviedo qui a aussi fait Eric Bailly. Donc Oviedo qui fait Den Donker, Bailly, Samuel Rondon, Cazorla. Très belle équipe sur FIFA 18, il faut le dire. Vincent Sierro qui quitte Toulouse. Départ difficile, mais j'imagine qu'entre l'obligation de vendre tout ça, c'est intervenu. Donc ouais, je peux comprendre la frustration. Carlos Fernandez qui est prêté par la Real Sociedad à Mirandes. Ben Doak qui passe de Liverpool à Bournemouth, 23 millions d'euros. Kumbula qui est prêté par la Roma à Majorque. On a également André Silva. On a parlé du mercato d'Oviedo. André Silva avec Rafa Mir qui rebondit à Elche. André Silva, une belle carrière descendante. La hype qu'il a eu à Porto et le petit rebond qu'il a eu à Leipzig pour derrière. Non, pas Leipzig, à Francfort justement. Ouais, vraie déception. Et c'est vrai que là, il a enchaîné un paquet de clubs. Waouh. Porto, Milan, Séville, Francfort, Leipzig, Sociedad, Werder, Elche. C'est waouh. Et en termes de saison, la dernière saison, il a mis plus de 10 buts. C'est 2021-2022 avec Leipzig. L'an dernier, 8... Oh là là, c'est terrible les stats. Franchement, c'est la vraie descente aux enfers. Ce mec, il avait une hype en plus. À un moment donné, le Milan qui l'achète 25-30 patates, 24 matchs de but. Oh, c'est dur. C'est dur. Waouh. Bah écoutez, on lui souhaite de pouvoir rebondir. Hein. Mais c'est chaud. Gédéon Kaoulou qui quitte Lorient pour s'engager avec Larry Limassol, donc un nouveau départ pour Lorient. On a Sébastien Haller qui part à Utrecht où il était déjà passé transfert libre, qui quitte Dortmund. On a également Davide Calabria qui rebondit, qui passe du Milan au Pana. On a Newcastle qui recrute enfin, Newcastle qui a pris pas mal de vent sur ce mercato, qui attire Jacob Ramsey, 45 millions d'euros. Gros transfert pour jouer à LDC. Avec Elanga en plus, il faut voir évidemment le cas Isaac qui n'était pas là lors du premier match contre Aston Villa, ce qui va se passer par la suite. On a du coup après des transferts qu'on avait déjà vu, peut-être Nordic Mukele qui passe à Sunderland, 12 millions d'euros, Dango Ouattara, 42 millions d'euros qui arrive à Brentford. C'est quand même, je veux bien qu'il y ait des prix PL, mais c'est quand même très très costaud. Thiago Thomas qui passe de Wolfsburg à Stuttgart, peut-être que cette arrivée peut débloquer le départ de Nick Woltemat au Bayern. On verra ça de près. On a Raphaël Toloi qui retourne au Brésil, qui quitte l'Atalanta pour Sao Paulo. On a Matija Frigan, attaquant, 22 ans, qui quitte la Jupiler Pro League pour Parme, 9 millions d'euros. Quand on sait que la Jupiler Pro League est excellente pour développer et bien vendre les attaquants, on va
Tu sais, c'est dans le carnet. On met une petite croix là-dessus. Kingsley Coman qui quitte le Bayern Al Nasser, 25 millions d'euros. Giovanni Leoni qui arrive à Liverpool, 31 millions d'euros. Andrés Gomes, les nombreux départs. C'est vrai que j'ai fait le mercato rennais, mais j'ai pas évoqué tous les départs. Après, c'était plus intéressant, je pense, pour le terrain, d'évoquer vraiment ce qui est resté comme joueur. Mais c'est vrai que Rennes vend beaucoup. Et là, tu as voilà, Andrés Gomes qui quitte Vasco da Gama pour l'instant en prêt. Un retour, Dominique Calvert-Lewin qui reste en première ligue avec Leeds. Leeds, d'ailleurs, qui a fait un très bon premier match contre Everton, j'ai trouvé. Alors, si pour votre lundi soir vous posez devant Leeds Everton, certains vont dire paye ta vie. Mais tu as toujours cette petite hype de la reprise. Et autant il y a des saisons où les promus, je les sentais pas. Là, j'avoue, Burnley, j'ai du mal. Mais autant Leeds et Sunderland, pour se maintenir, pourquoi pas. Leeds avec Aotanaka, japonais, qui a été excellent, très très bon match. Et Anton Stach également, qui était fort. Donc, ouais, vraiment, ce Leeds-là, tu vois, ça me parle. Elan Road, en plus, ouais, super stade anglais. Super, super stade. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Et puis, bon, on a Romulo, avançant, qui quitte Godzepe pour Leipzig, 20 millions d'euros quand même, donc un nouvel attaquant qu'on va découvrir. Zachary Atekam, qui quitte les Young Boys pour le Milan, 10 millions d'euros. Donc le Milan, qui même sans être européen, envoie un beau mercato. Et puis après, ouais, je pense que c'est des transferts qu'on a déjà vus. Salis Abdul Samed à l'OGC Nice, Abdoulaye Doucouré qui arrive à Neom. Voilà, là on n'apprend rien. Milos Lukovic qui quitte Strasbourg pour Las Palmas en prêt, club qui est en Liga 2. Et Elche qu'on a évoqué pour André Silva qui attire aussi Federico Redondo, un nom qui doit parler à tous les fans de foot puisque c'est le fils le fils de Fernando. Putain, j'ai un trou de mémoire. Là, je pensais la fin du live. Ouais, Fernando Redondo, mieux terrain. Ouais, c'est la fin du live. J'ai l'impression que là, il y a tout qui explose dans ma tête après avoir parlé je ne sais combien de jours. Ouais, après Everton, c'était pas très bon. C'est vrai que le Everton de David Moyes, on avait fait un focus là-dessus. Où on avait également l'idée de voir Grealish, de voir Tierno Barry, Aznou, Alcaraz qui reste, Dewsbury Hall, tout ça. Et finalement, on s'est peut-être trop hypé pour Everton et il faut pas tomber dans le piège. Donc on verra une fois peut-être que Grealish sera un peu plus intégré au bon vieux Toffees. Les amis, merci à vous de m'avoir accompagné sur ce premier récap mercato de la semaine. On verra si je pourrai en faire un deuxième, peut-être jeudi, vendredi. Faudra voir. J'aimerais bien aussi sortir une vidéo YouTube. Donc, faut voir un petit peu le temps. En tout cas, merci à vous de m'avoir accompagné sur ce live. Comme toujours, c'est un grand, grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, mettre le like, tout ça. On se retrouve, quand je vous le dis, assez vite. Demain, vous pouvez me retrouver sur la chaîne de Zach Nani pour commenter la Super Coupe d'Arabie Saoudite, demi-finale Al-Ali Al-Qadsa en compagnie de Benoît Tréouinas, donc 14h, prise d'antenne 13h. Donc voilà, ça fait bien plaisir de pouvoir commenter de nouveau un petit match. Profitez bien de votre soirée. On a vu qu'il y a des matchs de Ligue des Champions. Il y a le Real aussi qui joue contre Osasuna, le Chabi Ball en action. Donc ça, c'est top. Et puis, ouais, entre-temps, on verra ce qui se passera du côté de l'OM, mais ça peut très très vite rebondir. Passez une très bonne soirée les potes, je vous dis à très vite. Salut à tous.